Bah, je le dis souvent, j'ai dû acheter 500 000 € de liens, bah je peux toujours pas. Sur des sujets à forte concurrence, les stratégies à mettre en place. Donc grosso modo, achat de trafic, pour moi sur le Q4 en e-com, c'est vraiment un truc qui est très fort. On a fait genre 290 000 impressions, tu vois, en faisant ça. Et le rate conversion, c'était du 0,22, tu vois. Ça a fait plus de 1500 clics, ça fait pas mal de conversions pour un petit but. Salut à tous et bienvenue sur cette saison 3 de Position 0. Aujourd'hui, on reçoit un super invité, Léo. Mais avant ça, comment vous allez tous les deux? Écoute, moi ça va très bien, merci Tom, en pleine forme comme toujours. Bah, écoute, moi aussi au top, tu vois, il est tôt chez vous, il est un peu plus tard chez moi. Je suis à la cool, tranquillement, prête à discuter avec vous, ça va être super intéressant. C'est ça. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois qu'on a tous un créneau différent sur cette vidéo. Il y en a un qui est à Strasbourg, l'autre qui est à Chiang Mai et moi qui suis à la Réunion. Mais on y arrive. Et comme quoi, là, c'est cool de faire ça en visio parce que ça aurait été clairement impossible de faire ça sur Paris. Donc, c'est top. Léo, pour te présenter rapidement avant d'enchaîner. Alors moi, déjà, personnellement, je tiens à te féliciter parce que j'adore ton contenu sur YouTube. Je trouve ce que tu fais, c'est très concret, très actionnable. Tu mets des choses nouvelles sous la table. Sans bullshit, donc franchement c'est cool et bravo pour ça, allez le suivre les gars, c'est top. Léo, qui tu es, on te connaît parce que tu es aussi l'ancien ex-SEO de Cdiscount. Ça fait un petit moment, je crois que ça fait plus de 5 ans maintenant que tu es expert SEO, si je ne dis pas de bêtises. Tu as même récemment lancé une agence, on pourra en parler un petit peu plus tout à l'heure. Actuellement, tu es basé à Chiang Mai, là où il y a eu un bel événement SEO qu'on retrouve chaque année. On pourra aussi en reparler. Plein de beaux sujets, parce qu'on sait que tu fricotes un peu avec des thèmes un peu obscurs, du casino, du CBD, que j'ai connu pour être le SEO qui fait un petit peu de black hat. Donc on pourra creuser un petit peu tout ça. Aussi la partie backlinks, parce que tu as dépensé des gros budgets netlinking. Et un gros point avant de commencer, on m'a dit dans l'oreillette que tu préparais un marathon. Bravo pour ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce marathon avant de commencer? Bah écoute, ouais, tu sais, j'avais un peu l'idée j'aime bien avoir des challenges annuels, des moments où je me dis, bah tiens, ça va être quoi l'objectif de cette année, etc. Et j'ai commencé le sport de manière plus intensive il y a 2-3 ans. Et là, cette année, je sais plus, en janvier, un truc comme ça, je me suis dit, allez, bah challenge annuel, ça pourrait être sympa de préparer un marathon. Donc voilà, là, ça fait bien 6 mois que je suis dans la prépa, j'en peux plus, je fais que de courir tous les jours. Genre, ça devient tellement pointless de courir pour courir, mais j'ai appris à aimer ça. Donc maintenant, ça devient juste une habitude de faire ça un peu tous les jours, quoi. Ouais, écoute, le marathon se prépare petit à petit. C'est pas le truc le plus passionnant à faire, mais écoute, ça avance. Et puis quand ça sera fait, je serai fier de l'avoir fait. Je suis fier toutes les semaines en tout cas de passer des distances de plus en plus longues, etc. Donc honnêtement, c'est cool à faire. C'est une bonne prépa, un bon exercice mental. T'étais plutôt sportif de base, à côté tu faisais d'autres sports ou vraiment tu t'es dit vas-y, il faut que je me lance dans un truc Non, en fait, historiquement, j'étais pas sportif. J'ai quand même fait beaucoup de judo étant jeune, etc. Mais j'étais un peu nul. C'était un peu genre j'y allais parce que mes parents m'avaient inscrit et parce que faut bien avoir une activité physique, tu vois. Et en gros, du coup, j'ai toujours historiquement été peu sportif jusqu'à il y a 3 ans où je me suis dit, allez Léo, maintenant on se prend en main, on va faire du sport, on va avoir un corps décent, etc. quoi. Et donc j'ai commencé à faire un tout petit peu de sport tous les jours, que ça soit genre au minimum 5-10 pompes ou au maximum courir plus longtemps, faire de la boxe taille. J'ai essayé plein de trucs, je fais de l'escalade, j'ai fait. Donc en gros, les 3 dernières années, on a été passé à expérimenter énormément de sports différents et du coup j'ai pas genre commencé le sport en me disant je vais préparer un marathon dans l'année. C'était plus genre bon allez tiens, ça fait le petit challenge annuel et le focus de l'année sera la course à pied, quoi. Trop bien, trop bien, trop bien. Tu le fais où ce marathon? À Chiang Mai, bah justement c'était l'objectif marathon de Chiang Mai à la fin de l'année, voilà. Et ça me faisait 1 an quasiment pile pour le prépa, donc ça me laissait beaucoup de temps, le temps de réflexion, etc. De trouver des compatriotes pour courir. Donc au final c'était un bon fit, quoi. Trop bien, magnifique. Du coup, Léo, le principe de la marmite du SEO, c'est assez simple, c'est le premier format du podcast. Et l'idée, c'est de te demander un peu comment t'es tombé dans la marmite du SEO. Donc là, on est pas tout à fait sur un Obélix, on est sur un Obélix assez sportif avec Léo. Mais voilà, raconte-nous un petit peu comment t'es tombé là-dedans. Et puis, parle-nous un petit peu de ton parcours dans ce monde magnifique. Bah écoute...
J'ai commencé le SEO la première fois que j'en ai entendu parler, j'étais encore en DUT informatique, tu vois, en études d'informatique. Et j'en entends parler parce que je vois que, je sais pas, c'est ce qui permet que ton site soit visible, quoi, grosso modo. Mais très basique. Et je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là déjà, genre ça fait écho dans ma tête et je me dis putain, c'est intéressant ce truc-là et j'aimerais bien en faire un. J'aimerais bien continuer mes études là-dedans, tu vois, sans trop savoir ce que c'est pourtant. Et je postule à l'époque notamment au diplôme de SEO à Mulhouse, qui était un très très bon diplôme. Hein. Toi qui es à Strasbourg, tu connais, voilà. J'ai recruté à la suite de ça plein de gens qui avaient fait ce diplôme-là parce que honnêtement, des gens très compétents. Et du coup, je postule, je suis pas pris parce que bon bah, non pas que je sois mauvais, mais j'avais pas je cherchais une alternance en fait. Et du coup, je pars à Bordeaux où je fais une licence pro en e-commerce marketing numérique et je découvre le SEO durant mes études en fait pendant cette licence pro. Mon professeur qui était Jean-Baptiste de Indixit, une agence bordelaise, m'a donné la passion très fortement en ayant un process extrêmement simple de cours. Et il nous a donné une liste de grosso modo une centaine de mots-clés. Il nous a filé un PrestaShop et un WordPress et il nous a dit ok, bah, vous mettez en groupe de 5, concours SEO au sein de la promo. Donc 2 jours de théorie. Et ensuite, le but c'est d'aller ranker sur ces mots-clés. Et du coup, dans 6 mois, 8 mois, on fait le relevé de mots-clés. On voit qui rank où. Et en fonction de ça, bon bah voilà, je vous attribuerai les notes. Dans l'année, du coup, je me passionne de ouf pour le domaine du SEO, je kiffe trop et en fait c'est un domaine où plus je cherchais, plus il y avait de matière et il y avait de quoi faire avec mes compétences techniques et de quoi explorer. Et donc tu sais, je découvre des trucs genre le spin par exemple et je suis là genre waouh fou, je découvre genre le négative SEO et je me dis waouh fou tu vois. Et à chaque fois je découvre des nouveaux trucs et je me dis mais c'est ouf genre la porte qu'il y a derrière et toutes les possibilités quoi. Donc petit à petit, je découvre de plus en plus de choses dans le SEO. Super content. Et en fait, j'expérimente tout ça sur le petit site de concours qu'on avait et qu'on nous avait filé pour voilà, essayer d'avoir la meilleure note possible. Je suis avec une équipe qui me soutient pas mal, donc ça, c'est cool, ça me fait plaisir. Et au final, on finit l'année. J'avais bouffé des conférences SEO pendant toute l'année. J'avais trop kiffé. Et à la fin, je me souviens, on a la meilleure note. Du coup, on gagne. Et on devait faire une présentation orale de comment est-ce qu'on avait fait, etc. Et donc, c'est trop marrant parce que notre présentation orale, elle était vraiment genre voilà comment on a fait. Et ça, c'était genre 5 minutes sur les 20 minutes. Et les 15 minutes après, c'est voilà tous les trucs qu'on aurait pu faire qui sont 10 fois plus violents. Mais parce qu'on n'avait pas le budget, parce qu'on n'avait pas les compétences techniques, parce qu'on voulait pas faire du négative SEO, on les a pas mis en place. Et ça donnait vraiment un aperçu de genre le haut de l'iceberg de voilà, tu vois, ce qui marche et ce qui est facile à faire et ce qu'on a vraiment fait. Et derrière tout le reste qui était la violence. Un autre point, rapidement, qui fait que ça m'a donné une passion extrêmement violente pour le SEO et qui était extrêmement bonne, c'est que dans cette année-là, j'ai un de mes potes qui habite à Bayonne et qui va faire un rendez-vous à la CCI de Bayonne. Et là, il y a Alan Cladix, qui est un black hat français de renom, qui est très très fort, qui donnait une petite conférence sur le SEO à la CCI de Bayonne. Et du coup, il me dit, il va le voir après, il lui dit ah putain, on fait un concours SEO. Alan dit putain, mais j'adore les concours SEO. Et il dit ok, bah faut que tu rencontres le gars qui gère notre équipe de SEO parce que vous allez bien vous entendre, vous allez avoir des trucs à raconter, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mon pote, il me dit vas-y, viens à Bayonne, je t'emmène, on va voir Alan, etc. Et donc, je mange avec Alan Cladix alors que j'ai 3 mois de SEO dans les pattes. Et il me fait voir toute son install qui était à l'époque, du coup, le plus gros PBN d'Europe, voire du monde. Truc de malade, quoi. Tu vois, le gars est passionné techniquement, on parle de plein de sujets. Et en fait, je me souviens, j'essaie de suivre tout ce qu'il me dit, il m'envoie plein d'informations à la minute et super dur pour moi de tout condenser. Je suis là genre ok, j'essaie de capter toutes les infos et je pense que ça a été un truc qui a été une marche, tu vois, dans le sens où quand j'ai passé ça psychologiquement, j'étais genre je sais pas, je venais de ressortir une décharge d'informations qui était ultra violente et que j'ai appris à apprécier au fur et à mesure de ma vie après dans la foulée. Donc voilà, beaucoup de passion à ce moment-là qui s'est déclenchée. Derrière, bah en fait, j'ai commencé à faire un petit peu de freelance pendant mes études, à monter des sites, à vendre du lien, bref, tous les trucs un peu basiques que tu fais quand t'es SEO et que tu te rends compte qu'on peut gagner de l'argent avec. Et donc voilà, j'ai commencé tout ça un peu progressivement et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à trouver un métier dans le SEO et à ne plus jamais lâcher cette passion qui est celle du SEO. Magnifique. Excellent, c'est top. Et du coup, raconte-nous un peu, peut-être pour que les auditeurs ils aient le contexte aussi. Après, c'était quoi ton parcours? Parce que du coup, Tom l'a dit au début, tu as un peu bossé chez Cdiscount. Et puis, Ouais. dis-nous un petit peu les prochaines étapes. Parce que déjà Les grandes là, steps, le parcours, ouais. il est ultra inspirant, quoi. Bah en fait après ce qui se passe c'est que je vais chez Cdiscount parce qu'en effet j'étais à Bordeaux comme je vous ai dit et du coup en fait je veux un taf en SEO et donc tu sais c'était ma dernière quand je pars chez Cdiscount c'est ma dernière année d'alternance d'école de commerce, donc en gros je fais mon école de commerce, dernière année d'alternance. Et sur ma dernière année d'alternance, je me dis bah j'aime tellement le SEO, ça serait trop con de pas en faire mon métier genre day to day quoi. Donc je vais
chez Cdiscount. Enfin, j'avais un prof qui était le head of SEO de Cdiscount et du coup, je discutais avec lui et en fait, je lui envoie mon CV. Je lui dis ouais, si vous cherchez des alternants, il me faut passer un entretien. L'entretien se passe bien et je suis pris au SEO de Cdiscount et donc là, j'étais super content. J'avais 2-3 autres pistes en fait. Je pensais à ça à ce moment-là pour essayer de trouver du taf en SEO, mais les autres, elles fitaient beaucoup moins avec mon style et donc c'était des postes en agence notamment. Et en fait, historiquement, je suis historiquement et encore maintenant, je suis extrêmement désorganisé. Je suis pas du tout je suis pas du tout le profil qui est censé que tu es censé mettre dans une agence parce que je suis dans l'action, tu vois. J'ai envie que les choses elles bougent, j'ai envie d'exécuter le plus vite possible, etc. Je veux pas dire que je suis vulgaire, mais tu vois, je suis pas le gars, je suis pas en chemise comme Lucas, en mode tout propre, voilà quoi. Je commence toujours à faire des petits posts LinkedIn comme lui, mais j'ai pas encore son niveau d'excellence pour présenter aux clients, tu vois. Donc, grosso modo, j'arrive chez Cdiscount. Et là, Thomas, tu disais, ouais, t'es expert SEO depuis 5 ans. J'étais pas expert SEO, hein, j'étais une bille en SEO, j'adorais juste ce que je faisais. Et du coup, à ce moment-là, je passe énormément de temps. Donc, les gens chez Cdiscount devaient me détester parce qu'on était une équipe de 15 et je pense que tous les jours, j'arrivais avec une nouvelle idée. Ouais, venez, on fait ça, nanana. Et ils en avaient marre parce que c'était globalement des mauvaises idées parce qu'en fait, le SEO de Cdiscount, c'est 15 cerveaux qui réfléchissent dessus depuis 5-10 ans, tu vois, en continu avec les meilleurs SEO de France. Donc, en fait, tu peux pas, tu vois, vous avez reçu Pierre Brua, c'est un excellent SEO. Comme tu peux difficilement avoir, genre, t'as 5 gars comme lui qui réfléchissent au SEO en continu sur l'équipe. C'est pas possible qu'un gars qui arrive comme ça, il ait des bonnes idées, tu vois. Mais j'en avais plein. De temps en temps, il y en avait une qui était retenue. Il disait oh, ça c'est pas trop dégueu, Léo. Vas-y, on va essayer d'implémenter, ça roule. Donc voilà, je pense par exemple à une mise à jour sur des structures d'attaque que j'ai passé. J'étais en mode genre super fier de ça, quoi. Il m'avait écouté, il l'avait mis en prod et j'étais trop content. Mais du coup, je fais cette année-là et en fait, après, j'ai toujours eu le goût du voyage. J'avais toujours eu envie de partir à l'étranger. J'avais fait beaucoup de voyages à l'étranger, de stages, etc. avant. Sûrement donné par mes parents qui avaient pas mal voyagé en Asie plus jeune. Et du coup, en fait, dès que l'occasion se présente, j'étais avec ma copine de l'époque. On décide d'un pays. Voilà, le premier qui trouve un travail dans un pays où théoriquement on pourrait partir tous les deux, qui a une bonne opportunité, bah vas-y, on déroule quoi. J'étais sur Twitter à l'époque déjà. C'était déjà mes débuts sur Twitter. Je commençais déjà à me faire taper les doigts pour ce que je disais sur Twitter parce que je racontais le nombre de personnes qu'on avait dans l'équipe SEO de Cdiscount, etc. Et mon manager, Pierre, justement, il me prend à part un jour et il me dit non, mais t'es pas censé dire ça, c'est des données confidentielles et tout. J'étais genre, non, je savais pas, désolé. C'est l'histoire de ma vie, me faire taper sur les doigts parce que je dis des trucs que je devrais pas dire, je pense. Et du coup, je vais sur Twitter, je raconte que je veux un taf à l'étranger, etc. Et Rémi Nestasio, qui était aussi à Bordeaux et que je connaissais un peu, me plug avec Romain Micula, qui venait aussi de Bordeaux et qui gérait une belle équipe SEO, voilà, dans des thématiques très compétitives orientées jeux d'argent à Malte. Et donc, il me dit est-ce que tu parles anglais? Il me dit ok, t'es au SEO de Cdiscount. Je me souviens, l'entretien était génial. T'es au SEO de Cdiscount alors, ouais. Tu sais que chez nous on fait des sites, c'est pas genre tu mets une page ça rank tout seul, hein, faut travailler et tout. Et je dis ouais non mais t'inquiète, j'ai mes petits sites, j'achète des XP, je fais ma petite vente de liens à côté et tout. Elle me dit ok c'est bon, t'as dit genre 4 mots clés qui m'ont fait ticker, t'es pas juste un gars qui était biberonné en interne chez Cdiscount, t'as fait tes propres recherches, donc vas-y on te prend. Et du coup bref, j'arrive à Malte là-dessus et là le début de ma carrière 2.0 entre guillemets commence vraiment en SEO. Trop cool. Et c'est marrant parce que dans l'épisode juste avant toi, on a reçu aussi un gars qui avait 4 ans sur Malte, Franck des Wizards, que tu dois très bien connaître d'ailleurs. Et c'est là, du coup, j'imagine que tu as commencé à bosser pour Green Tomato Media, c'est ça, quand tu étais sur Malte? C'était Blue Window à l'époque, du coup Blue Window à Malte, qui était en gros le leader dans sa thématique. Je passe 2 ans et demi chez eux, je commence sur certains marchés, des marchés anglophones, je vais ensuite sur d'autres marchés, etc. Donc pas mal de mouvements au sein de cette boîte, pas mal de promotions en fait, assez simplement. Je fais du travail qui est décent après 6 mois. Et la boîte est en pleine croissance en fait, les chiffres sont énormes et donc en fait on staff en continu. Et comme mon chef Romain, je me souviens, je pense qu'il avait un peu confiance en moi quand même, il avait un peu peur de moi parce que je suis toujours un peu incertain, enfin tu vois, je suis désorganisé, je fais un peu n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a des fois, il avait un peu peur que je fasse n'importe quoi, mais il y a aussi des fois où il se disait bon ça va, je peux lui faire confiance, je sais qu'il fait pas voilà, qui fait quand même des choses qui sont ok et qu'il a une manière de réfléchir qui est bien à lui mais qu'est-ce qu'elle est. Et du coup il commence à me filer le management de gens et donc il me file le management de une fille qui travaillait sur la Pologne, un gars qui travaillait qui venait pour m'accompagner, qui faisait un stage et qui venait pour m'aider sur l'anglais, etc. Et bref, de fil en aiguille je manage de plus en plus de personnes, j'ai une petite équipe de 2-3 personnes
Et à ce moment-là, après 2 ans et demi à Malte, je me faisais un peu chier parce que Malte, c'est quand même pas l'endroit le plus stimulant. Enfin, tu sais, c'est une île qui fait la taille de l'île d'Oléron, quoi. Donc, c'est vraiment pas grand. Et mis à part faire la fête, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas de nature. Voilà, t'as la mer qui est cool, mais les plages, elles sont pas dingo, etc. Et du coup, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Bah, en fait, après 2 ans et demi, je me fais débaucher par la concurrence, hein, assez simplement. Il y a Green Tomato qui m'appelle et qui me dit bon bah voilà, on te propose un meilleur salaire, un meilleur poste, une meilleure situation, t'as la main, t'as la strat, tu te fais plaisir. Bref, on m'apporte tout sur un plateau d'argent. Donc bon bah je dis oui quoi. Et du coup j'y vais quoi. Et je débarque en Thaïlande et derrière j'ai fait 2 ans chez Green Tomato en Thaïlande en tant que head of SEO sur les mêmes thématiques compétitives. Trop bien. Léo parlait de 2 épisodes pour les auditeurs qui veulent aller un peu plus loin. Un épisode, c'était avec Rémi Nestasio. Le premier épisode de Position Zéro, d'ailleurs, donc qui était à l'époque le Head of SEO de Conforama. Maintenant, est toujours dans le SEO, donc allez écouter. Et puis un autre épisode, c'est celui avec Pierre Brua, qui est le Head of SEO de Mano Mano. Donc vous voyez du beau monde et on peut dire que Léo a travaillé avec du beau monde déjà, ça c'est clair, quoi. Bah et puis en fait j'aime, je pense que ça se voit quand tu es en train de parler, mais j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup interagir avec les gens. Et du coup, quand il y a des gens qui font du bon SEO, bah, je vais leur poser des questions, tu vois, je vais leur parler. Quand on est en conférence, bah, si j'aime beaucoup ce qu'ils disent, je leur dis putain j'adore ce que tu dis, tu vois. Et du coup, en fait, naturellement, ça crée ça crée pas mal de connexions quoi, assez rapidement. En fait, assez simplement, quand tu vas parler aux gens régulièrement et que tu leur dis que tu adores ce qu'ils font, bah, les gens ils sont contents et ils te répondent. Et si tu as des questions, c'est cool. Si tu as des sujets de discussion, c'est cool. Et du coup, ça fait que, parce que j'aime énormément parler avec plein de gens de cette passion qu'est le SEO, bah, j'ai connecté avec beaucoup de gens quoi, assez rapidement. Et bah, Pierre, c'était mon chef. Rémi, c'était un ami parce qu'on était dans la même promo quasiment, etc. Donc ouais, assez rapidement. Et c'est comme ça que bah, avec Thomas, tu sais, en mode random, je lui ai dit bah, je sais pas, on fait tous les deux du SEO, c'est cool, viens, on s'appelle, on discute de notre passion commune qui est le SEO, quoi. Ce qui s'est fait, on a bien fit. Et c'est, enfin, en ce moment, ça m'arrive toutes les semaines, je discute avec des nouvelles personnes qui kiffent le SEO et c'est trop cool. Et du coup, plus le temps avance, plus tu connais du monde, plus c'est intéressant, etc. quoi. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Je me rappelle de ce moment, t'étais avec ton smoothie sur la plage, c'était beau. Et c'est pour ça aussi que j'adore ce format podcast, tu vois, parce que t'es en mode avion, t'es avec des personnes, tu parles d'un sujet que t'aimes bien, t'as pas de mail, t'as pas de notif, tu sors de la frénésie et de l'infobésité du moment actuel et juste tu parles de choses concrètes. C'est pour ça que c'est un moment qui est cool et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a lancé Position Zéro avec Lucas. Totalement. Et tu parlais aussi des conférences, Léo, c'était un bon point. Ça, c'est enfin, on a une super communauté SEO, les gens sont ultra accessibles. Et franchement, aller aux conférences, que ce soit des conférences anglophones, Brighton SEO, tu parlais de Chiang Mai avant, ou en France aussi, tout ce qu'organise la FEPSEM. Bah, je crois que tous les deux, vous avez fait une conf en plus cette année. Franchement, faut aller à ces événements. Je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs assez jeunes en SEO qui nous écoutent aussi. Alors pas que, il y a pas mal de seniors, mais en tout cas, c'est des événements où tu rencontres plein de monde et ça te fait avancer, mais un truc de dingue, quoi. Moi, c'était vraiment les meilleurs moments que j'ai vécu en SEO. Premier SEO camp que j'ai fait avec ces discounts. Non, mais j'étais comme un fou. Hein, c'était un truc de ouf, quoi. Je voyais tous les gens que j'admirais sur Twitter. Je les regardais de loin. J'étais trop intimidé pour aller leur parler et tout. Et je me souviens avoir été discuté avec Julien Gadano après qu'il ait fait son speak sur l'automatisation. Et tu sais, on avait le même âge, mais il avait tellement 10 ans d'avance sur moi. Et on discutait. Et j'étais en mode genre. Tu sais, genre trop timide. J'ai adoré ce que t'as dit tout à l'heure. C'était vraiment un bon speak. Et il était en mode ah, c'est cool et tout. Et en fait, on discute 5 minutes. Et je sais pas, c'est des discussions comme ça qui m'ont ouvert les yeux sur plein de choses et qui m'ont fait plein de connexions. Un truc qui était super bien quand j'étais avec ces discounts et que j'allais là-bas, c'est que j'avais marqué ces discounts sur le front. Donc il y avait marqué je suis rempli de pognon, vous pouvez venir me détrousser, tu vois. Et du coup, tous les vendeurs de training, de formation, de liens, etc., de contenu, ils venaient nous voir et on discutait. Et en fait, ça faisait un super point d'accroche pour moi. C'était genre on a potentiellement de l'argent à dépenser. Et verdict, j'ai dépensé un peu d'argent de ces discounts. À un moment ou à un autre, j'ai fait des connexions et j'ai été. Voilà. J'ai instauré je sais pas si on peut dire ça. Ouais, j'ai commencé à faire acheter du lien à ces discounts et du coup c'était un peu un truc sur lequel je militais parce que moi j'étais très pro lien. Ces discounts étaient un peu en mode genre on en a pas besoin et tout et moi j'étais en mode genre bah on en a pas besoin mais on peut quand même se faire plaisir. Allez frérot, balance du lien. Magnifique. Avant de transiter sur le prochain format, il y a un truc sur lequel j'aimerais bien revenir parce que du coup tu as fait le SEO de Chiang Mai. On a beaucoup durant ce podcast parlé de toutes les autres conférences, du SEO Summit, du SEO by Night, de la FEPSEM, en veux-tu en voilà, mais on n'a pas parlé des événements SEO internationaux. C'est quoi une journée de Chiang Mai? C'est quoi les 3 trucs qui t'ont marqué, des trucs concrets que tu as retenus là-bas? Ouais, déjà on peut difficilement parler de une journée à Chiang Mai parce que c'est sur
5 jours, donc c'est assez énorme en termes d'intensité. Ce qui est top, je pense, pour les gens qui viennent, c'est que c'est loin, donc déjà ça te met, en fait, ça met des barrières à l'entrée qui sont énormes. Je me souviens de Matt qui disait ça, qui expliquait ça dans une vidéo. C'était genre l'avantage de faire une conférence à Chiang Mai, c'est que il y a à peu près zéro chance que t'es un débutant, un SEO débutant qui se fasse payer un ticket d'avion plus une semaine plus un ticket à 1000 balles pour aller faire une conférence SEO là-bas. Donc t'as que des gars super high level, tu vois. Un truc qu'on a pas mal dit entre Français pour faire le point suite à cette édition, c'est que la qualité des conférences était peut-être pas aussi haute que l'année dernière et grosso modo il y avait moins de gros takeaway, tu vois. Il y a quelques conférences qui étaient quand même cool, mais je pense qu'elles se comptent sur les doigts d'une main, les conférences où tu te dis vraiment genre ah putain ça a changé un peu ma vision de la situation. Sinon c'est plus un peu du mindset et des bonnes pratiques et tout, mais t'as pas ce côté super game changer. Mais par contre ça te fait revoir un peu des concepts, ça te fait revisiter des idées, ce qui est pas mal. Moi ça m'a permis de connecter énormément de points dans ma tête qui n'étaient pas connectés, tu vois, où en fait je sais que il y a ça d'un côté, je sais qu'il y a ça d'un côté, et d'un coup tu te dis ah mais attends ça s'applique comme ça, tu vois, et c'est super. Enfin si j'applique ça démultiplie les effets des deux, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Par exemple les gars ils avaient vraiment théorisé proprement le taux de rafraîchissement des contenus, et je sais que avoir un contenu qui est frais c'est le mieux, tu vois, mais en fait ce que tu peux faire très simplement c'est tu regardes la moyenne de dernière mise à jour de tes 10 contenus sur ta page 1, tu fais une moyenne, tu sais que c'est genre 10 jours, bon bah voilà, maintenant tu sais que tous les 10 jours faut que tu mettes à jour ta page, tu vois. Si c'est 6 mois, bon bah tu sais que tous les 6 mois faut que tu mettes à jour ta page, que si tu le fais pas, ta page elle va sombrer, et du coup si elle sombre, bah valait mieux pas la produire, et du coup c'est genre si tu peux pas produire plus que les réoptimisations que t'as déjà, arrête de produire du contenu, hein, c'est déjà trop ce que t'as sur ton site, quoi. Donc en gros c'était un peu des trucs comme ça où tu te dis bah ouais putain c'est vrai que, enfin tu vois, bien sûr c'est évident, mais j'avais jamais genre fait le process de A à Z, tu vois, d'établir toutes ces règles là, quoi. Donc ça c'est des trucs qui étaient assez intéressants à voir. Et ensuite le gros point fort je pense c'est la qualité du networking, quoi. Moi c'est vraiment le truc qui était vraiment complètement fou. Les gens qu'il y a, bon déjà il y a, enfin on va pas se mentir, hein, la grosse majorité des gens qu'il y a c'est des affiliés qui font du casino en ligne, hein, parce que c'est le milieu qui paye le plus en affiliation, que la communauté de maths elle est orientée affiliation, etc. Ça vient du monde entier, donc il y en a qui sont sur des endroits qui sont des marchés qui sont régulés et d'autres qui sont pas régulés, mais grosso modo c'est assez fort. Je pense que c'est 50% de l'audience, quoi, quasiment, un truc comme ça. Peut-être pas 50%, j'abuse un peu, mais au moins 30%, quoi. Et du coup c'est ouf parce qu'en fait tu connectes avec plein de gens ont plein de trucs, et si dès que tu as un bon tips, une bonne info, les gens ils sont là, ils écoutent et ils connectent et ils sont prêts à aller de l'avant, tu vois. Si tu leur rabats un truc qui est un peu bullshit habituel, honnêtement ils s'en battent les couilles et ils skippent. Mais si tu arrives avec un bon service, une bonne info, un truc qui est genre bien réfléchi, tu dirais que les gens ils sont à l'écoute parce qu'en fait ils sont là pour tester, ils ont du budget, etc. Je vous donne un tout petit exemple. J'ai fait une mini conférence pour essayer de trouver des clients, grosso modo, où j'ai parlé d'achat de traf, et en fait dans la foulée là hier j'ai vendu deux campagnes, une campagne d'achat de traf et une campagne de volume, un truc comme ça, de manipulation de volume de recherche, à des étrangers qui n'avaient pas les process, avec des marges à 80%, tu vois, un truc comme ça. Donc worse, en vrai worse de ouf, et les gens qui sont là-bas sont des personnes avec un haut niveau. Et j'ai parlé de manipulation de CTR avec un nombre de personnes, et je peux te dire que le monde entier s'y donne, et ils ont tous des méthodes différentes, quoi. J'ai parlé avec un Bulgare qui avait une connexion, genre le gars, il avait de la famille qui travaillait dans le plus gros opérateur télécom bulgare, et il leur tapait les proxys 5G directement à la source et tout. J'étais en mode non mais les gars sont dans un monde, et il dit bah ouais je peux pas faire ça sur des marchés tier 1, tu vois, la France, UK, personne va vouloir siphonner les proxys directement depuis l'opérateur, mais en Bulgarie tout s'achète. Je suis là genre wow mec ça c'est fort, quoi. Donc c'est le genre de discussion que t'avais en fait à côté, tu vois, des Turcs qui indiquent, enfin les Turcs, ils font du SEO à l'heure, quoi, tu vois. Nous, on est là, genre, ah ouais, le site, il a que 6 mois de vie. Ouais, eux, le site, s'il tient la semaine, il est content, quoi. Donc, tu vois que l'échelle de temps, la rapidité pour indexer, pour ranker, etc., est complètement différente. Donc, ça donne des visions qui sont complètement folles sur des marchés qu'on connaît pas. Et c'est vraiment intéressant en termes de tout ça, quoi. Et même voir des gens qui sont simplement sur un marché régulé, propre, long terme, avec un budget de fou furieux. Tu sais, ils sont là, ils doivent spend dans tous les cas... tous les mois 500 000 euros, bon bah voilà, comment est-ce que je peine mes 500 000 euros ce mois-ci, c'est intéressant de se dire comment est-ce que ce gars-là il optimise son budget et il fait en sorte pour ranker sur du long terme, où ils sont 10 à avoir 500 000 euros à dépenser, et c'est celui qui arrivera à le mieux dépenser ces 500 000, quoi.
Je précise quand Léo, parce que Léo il pense à 300 à l'heure, quand il parle d'achat de traf, c'est de l'achat de trafic. Je précise si jamais quelqu'un a pas compris, hein, le principe c'est d'envoyer du trafic sur une page pour qu'elle rank mieux. Et ça marche très souvent. Alors, il y a plein de méthodes. On en parlera sûrement dans le podcast parce qu'on a des petites questions pour toi sur ce sujet-là. C'est horrible voilà, que je débite. Me permet de finir tes phrases. Faut couper genre 1 minute pour expliquer ce que Léo vient d'expliquer. Genre, la mention de Léo en moins 0,5 pour te recevoir. Ah ouais, en plus là j'avoue je suis de bonne humeur, je suis d'attaque aujourd'hui, ça déroule là. Magnifique. Mais oui, on va reparler après d'achat de traf, de vérification de parce que c'est un truc dont on n'a pas parlé vraiment sur Position 0. Tu vas être le premier à nous en parler, c'est top. On a plein de questions sur toi, mais cet épisode il pourrait durer la journée si on n'enchaîne pas les formats. On adorerait. Bon, ça pourrait être un format, hein, Position 0, 5 heures, toute une journée de café, on mange des sushis en ligne, on se raconte notre vie. Mais on va passer au second format qui est le pain sur la planche. Où justement là on va s'intéresser, on rentrera après plus en concret sur toutes ces questions de manipulation de trafic, donc restez avec nous, ça va être top cet épisode. Mais avant ça, avec Lucas, on aimerait savoir, parce que tu as dit que tu étais assez désorganisé comme mec, mais bon, pour délivrer autant, je pense que tu dois quand même avoir des process, ça se fait pas comme ça, et justement, ça tombe bien parce que cette question du pain sur la planche, c'est comment toi, Léo, avec ton t-shirt coloré à Chiang Mai, comment tu organises tes journées de SEO, d'entrepreneur de manière générale, pour délivrer, qu'est-ce pour toi une journée type de manière générale? En général, dans une journée type, donc ce qui se passe, c'est que je travaille majoritairement avec des Français, et du coup, le matin, grosso modo, c'est le moment où j'ai personne, tu vois. C'est le moment où j'ai juste. En gros, pour te faire ma journée type, je vais essayer de te faire ma journée type vraiment type. Je me réveille à 8h, 8h30 en détente, et là. Pas de question, je mets mes chaussures, je vais courir. C'est une chance sur deux. Soit je déconne mon app Nike, tu sais, je fais le Nike Training Plan. Et du coup, je regarde la Nike. Hop là, bon, allez, aujourd'hui, on va courir 45 minutes ce matin. Je vais courir 45 minutes. Je fais 20 minutes de sauna après, ma petite douche. Et là, du coup, il est déjà 9h30, 10h. Et là, en général, j'ai deux modes, un jour sur deux. J'essaie de répondre à tous mes messages et un jour sur deux je skip parce que flemme, mais répondre à tous mes messages ça me prend genre 2-3 heures en général de gérer toutes les conversations partout, et après en général je vais avoir 1 ou 2 calls clients dans l'après-midi, ou on va dire un call client, un call avec un pote ou un truc comme ça, tu vois, ou un podcast, etc., ou alors un moment où on enregistre de la vidéo et tout, et après tu testes et tu délivres quoi. Donc en gros j'ai des clients où je vais taffer je sais pas 2-3 heures dans la semaine, donc je regarde, j'ai 4-5 clients grosso modo, il me reste, enfin tu vois, quand tu as enlevé les 3 heures à répondre à des messages et les 2 heures de call, il te reste plus ou moins 2-3 heures, donc là tu prends un des 5 clients que tu as grosso modo et tu vas délivrer pour lui quoi, je vais prod pour lui. Et du coup, soit je vais retaper une fois, tu vois, ça peut être des tâches super basiques, hein. J'ai un client par exemple, je prends son contenu sur les fiches produits, je les passe à ChatGPT, je lui dis de me les améliorer, donc on est quand même sur le truc le plus basique du monde. Et j'ai d'autres clients où ça va être des trucs beaucoup plus avancés, je vais faire de la recherche de backlink super thématisée sur des trucs très précis, et je fais du sourcing de backlink par exemple. C'est une tâche que je fais assez régulièrement. Et voilà, et après entre temps je vais aller faire un petit post LinkedIn pour essayer de gratter un peu d'audience et des nouveaux clients, aller sur Twitter pour être un peu arrogant et se faire insulter, et puis voilà quoi, c'est les petits aléas au milieu de tout ça grosso modo quoi. Trop bien. Et tu parlais effectivement t'as beaucoup parlé de Twitter. Tu t'es mis récemment sur LinkedIn, j'ai vu. C'est quoi, toi, pour toi, ta grosse préférence? Parce que je sais qu'on a eu beaucoup de personnes sur ce podcast qui préfèrent LinkedIn. Toi, bon, coupe-moi si je me trompe, mais il me semble que tu préfères Twitter. Pourquoi tu préfères Twitter? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas sur LinkedIn? Parce que c'est la réalité, en fait. C'est les vrais gens, quoi. Ce que les gens y pensent. T'es en direct sur le cerveau, hein. T'es câblé. Y a pas de filtre, hein, tu vois. C'est ouvert, quoi. Et c'est drôle. En fait, les gens sur Twitter, ils sont drôles. Et c'est aussi horrible, hein, parce qu'il y a plein de fois où je me sens super mal parce que ce qui s'est passé sur Twitter, c'est horrible, tu vois. Donc les aléas, c'est des émotions qui sont fortes, on va dire. Il y a plein de fois où j'ai eu des semaines entières où j'étais genre super anxieux parce que je m'étais fait embrouiller sur Twitter, parce qu'il y avait un gros SEO qui m'avait dit que je disais n'importe quoi. Il avait sûrement raison, mais c'est juste que quand tu valorises énormément des gens, tu sais, je les suis depuis longtemps, etc. Quand ils te
disent putain, Léo, tu dis vraiment n'importe quoi là, ça te fait super mal au cœur. Mais c'est les aléas de la vie, c'est comme ça, c'est voilà. Encore récemment, ça m'arrive régulièrement et là, plus ça va. En plus, j'abuse un peu en ce moment et je sais pas, en ce moment, je suis un peu désensibilisé, j'ai un peu forcé. Du coup, je prends plus de rafales en ce moment, mais c'est ok, c'est parce que je dis de la merde aussi, tu vois. Plus tu parles, plus t'as de chances de dire de la merde, plus t'as aussi de chances de dire des choses intéressantes. C'est voilà quoi. Mais du coup, je préfère Twitter parce que c'est plus vrai. C'est un truc qu'on dit souvent avec Romain et t'es câblé sur l'esprit des gens directement sans filtre et t'as la réalité. J'aime bien LinkedIn parce que tu te fais saucer, tu prends plein de likes dans tous les sens, les gens ils sont gentils, ils sont genre full oh merci beaucoup, tu délivres beaucoup de valeur, etc. Donc t'as le côté genre, tu sais, c'est bon pour l'ego quoi, LinkedIn. Twitter c'est marrant plutôt, c'est comme regarder la télé quoi. On avait un exemple sur ça avec Tom quand on a partagé le logo de Position Zéro sur les deux réseaux. Sur LinkedIn, c'était super ton logo, j'adore, il est génial. Sur Twitter, c'était frère, il est pété ton logo, je comprends pas les couleurs, c'est de la merde, change ton truc. Le logo d'Orangina, il m'a dit c'est claqué ton truc, on dirait le truc Orangina que t'as fait avec ChatGPT et qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et c'est vrai qu'il y a plein de sur Twitter et on le disait. En vrai, moi je trouve que LinkedIn c'est top pour la visibilité. Et Twitter, c'est vrai que c'est bien pour le réel, c'est du concret, il n'y a pas de bullshit, t'es pas là à chercher l'attention des gens et c'est top. Donc LinkedIn pour visibilité et peut-être Twitter pour apprendre en vrai. En fait, exactement. Si tu veux progresser en SEO, utilise Twitter. Si tu veux trouver des clients, utilise LinkedIn, quoi. Grosso modo, c'est les deux grands trucs. C'est simple. Je rebondissais juste sur ce que tu avais dit par rapport à l'achat de liens thématisés tout à l'heure. Il me semble que toi, tu as aussi lancé une plateforme d'achat de liens récemment, si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas lancé, je me suis associé avec quelqu'un qui avait une plateforme de liens grosso modo ouais du coup en fait ce qui s'est passé c'est que on avait donc avec YouTube, grosso modo, à force de produire des vidéos YouTube, il y a des plateformes de backlink qui m'ont approché et qui m'ont dit est-ce qu'on peut faire du sponsoring et du coup j'étais super content et du coup j'ai fait ça plusieurs fois, chose que j'ai jamais regretté parce que c'était des plateformes que j'avais utilisées, que j'ai mis en avant exactement les choses que je trouvais cool dans ces plateformes, etc. Et en fait, la logique derrière, c'était de me dire, bon, je mets en avant les plateformes de X ou Y, tu vois, mais en fait, il y a plein de plateformes et le modèle parfait, quand tu fais de l'influence, entre grands guillemets, quand tu parles de tout ça, c'est de prendre de l'equity, en fait, dans les projets que tu pousses. Pourquoi c'est le modèle parfait parce que MrBeast et Jake Paul, c'est ce qu'ils font, quoi, tu vois. Je vais pas chercher plus loin, les numéros 1 de l'influence, ils font ça. Bon, bah, écoute, on va suivre le modèle des numéros 1 de l'influence, quoi. Donc, grosso modo, j'en parlais avec Romain, on se disait que c'était un modèle qui était cool j'ai une personne qui m'a contacté, du coup Michael de Linkavista, qui nous a dit bon bah voilà, je sais que tu cherches à prendre de l'equity dans une plateforme contre de la visibilité. Je suis preneur, tu vois, grosso modo. Seul, j'arriverai pas à avoir assez de visibilité. Si c'est avec toi, potentiellement, ça pourrait le faire. Moi, je lui ai dit, je suis chaud. À partir du moment où je peux avoir un impact dans le développement du produit, parce qu'en fait, je serai le premier utilisateur et j'ai envie de développer un produit qui soit le produit que j'aime et le produit que j'utilise, quoi. Et donc, c'est ce qu'on a fait petit à petit. Je lui ai filé plein de billes et de sujets à développer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a développé pas mal de sujets. Donc, voilà, que ce soit tu vois, le prix des liens. Moi, un de mes chevals de bataille, c'est le prix du lien. Et donc, avoir du lien qui est pas cher. Donc, on a sur Linkavista, c'est beaucoup de liens qui sont vraiment très peu chers. Avoir un catalogue qui soit assez exhaustif. Donc là, en étant le catalogue de plus en plus, on doit être à 10 000 sites bientôt. Ce qui fait que, grosso modo, tu as le catalogue francophone qui est décent avec 10 000 sites. Et plusieurs autres points, genre la crypto, par exemple, qui était un point qui était assez important, qui avait jamais été fait par des plateformes de liens. Et du coup, il y a pas mal de SEO contre la crypto. Je trouvais ça un peu dommage, moi compris, qu'on puisse pas payer. On a développé ça chez Linkavista, donc voilà. C'est le genre d'exemple de choses qu'on a développé où j'étais content. Et voilà, le filtre sur les thématiques sensibles, par exemple, qui est un truc qui manque dans pas mal de plateformes. Voilà. C'est des petits trucs qu'on a développés dans les 2-3 derniers mois avec Linkavista. Et du coup, ça fait vraiment plaisir parce que ça me fait une plateforme que j'aime, que je possède aussi et avec laquelle on tourne pas mal. Excellent. Trop bien. Bah écoute, je pense qu'on va lancer le prochain format qui est notre format préféré avec Thomas. C'est la roulette du SEO. Le principe, c'est tout simple, c'est qu'on pioche des questions dans une grosse liste de questions. Habituellement, tu vois, quand on tournait en live et qu'on était tous dans la même ville, bon voilà, tu piochais dans un chapeau, mais là c'est un peu compliqué, donc on a pioché 3 questions en avance.
truc à retenir, c'est que ça n'a jamais été une roulette. La première question, c'est pour toi, quels seraient tes meilleurs conseils? C'est exactement ça. Vous voyez mes 10 ans de théâtre là? Sur la saison 2, on a carotte le bol du Airbnb pour faire la roulette, pour te dire. On était gênés en plus parce qu'ils étaient trop sympas avec nous et tout. Dès qu'on avait une galère au Airbnb, le mec venait nous aider. Nous, on prend le bol, on le file. Et du coup, première question. Tes meilleurs conseils pour réussir en SEO en 2025? Alors, comme tes meilleurs conseils, ça peut être vaste, tu vois, tu peux en donner 30. On va dire, donne 2-3 conseils pour réussir un SEO, tu vois, en 2025, pour réussir le SEO d'un site en 2025. Ouais, putain, mais mes conseils pour réussir le SEO, ils sont de pire en pire, quoi. Parce que je dis des choses que je détestais dire et que je détestais entendre il y a 4-5 ans, et maintenant je les dis sans foi ni loi. Faites de la pub, voilà. Faites du Meta Ads, du Google Ads. C'est le genre de choses qui dans le futur va être les meilleurs vecteurs de croissance et de stabilité en SEO. D'avoir des marques fortes. Assez simplement, comment est-ce qu'on détecte une marque forte? Vous avez beaucoup de trafic sur votre brand, hein, c'est simplement de gens qui cliquent, etc. Pas des trucs du fake trafic sur la brand, du vrai trafic sur la brand avec des vrais gens qui cliquent. Et ensuite, derrière, vous délivrez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire délivrer sur un site web? Ça veut dire que tes gens, ils restent longtemps sur ton site et ils passent du temps et ils cliquent et ils voient plusieurs pages, etc. Si tu optimises pour tout ça, globalement, ton futur, il est plutôt cool. Tu fais avec ça du contenu qui est plutôt bon et des liens qui sont pas dégueux. Normalement, ça déroule et ça fait du SEO pour le futur, quoi. Pour moi, c'est un peu le shift de l'année, le côté utilisateur, diverses sources de trafic, branding, etc. C'est des trucs qui sont plus importants qu'ils ne l'étaient historiquement. Et ouais, là, on le voit en fait, les marques qui sont dans ce paradigme-là, elles explosent tout, quoi. Et du coup, mettez-vous directement dans ce paradigme-là et essayez pas de vous enfermer dans le SEO, par le SEO, pour le SEO. Faut diversifier, malheureusement. Et ça me fait mal au cœur de le dire. Parce que je déteste la pub et que j'aurais bien aimé continuer à faire du SEO par le SEO pour le SEO. Mais à un moment, il faut se faire face à la réalité de ce qu'est Google, le marché, etc. Et justement, tu dis, faites faire des clics sur votre site ou autre. Tu as des conseils par rapport à ça, tu vois, pour un peu augmenter le temps sur la page, sur le site en général même? AB test, hein. Tu t'installes VWO, Visual Website Optimizer, c'est l'AB tester gratuit qui fait suite à Google Optimize que tout le monde utilise maintenant. Tu fais de l'AB test. Tu fais de l'AB test en masse sur tout, sur les couleurs, le design, comment tu places tes liens internes, comment est construit ton contenu, tu rajoutes des widgets dans le contenu, etc. Plus d'images, moins d'images. Grosso modo, il faut tester, tout AB tester en UI et en UX sur tous les facteurs possibles qui pourraient influencer. Parce qu'on ne sait jamais trop lesquels vont fonctionner ou pas. Et en faisant tout ça, normalement, ça finit par marcher. Moi, je vais vous donner un exemple d'AB test que j'ai fait qui fonctionne. C'est le fait qui a fonctionné sur mon site du moins, parce qu'on sait jamais sur qui ça fonctionne pas. Mais en gros, c'était simplement le fait de mettre tous les liens, ils étaient en rouge en gros et pas soulignés, tu vois, un truc comme ça. J'ai remis tous les liens en mode Wikipédia, lien bleu originel souligné en bleu. Et grosso modo, on a vu 15% d'augmentation de clics sur les liens internes. Et du coup, voilà, 15% de win, c'est ça de prix. À chaque fois, tab test. Plus tab test, plus tu trouves des clés, c'est top. Et puis des fois, c'est des trucs tout simples, là, tu vois. Le maillage interne, c'est vrai que des fois, tu vas sur des sites, t'as pas l'impression que c'est un lien interne, en fait. T'as juste l'impression que c'est du gras ou que le gars, parce que c'est une couleur du orange sur du rouge, par exemple, tu te dis, mais c'est du gras, tu vois. Et au final, tu rates tous tes clics de maillage interne et c'est pas une question de SEO purement, tu vois. C'est vraiment une question de, comme tu dis, d'AB test, c'est fou. Même avec Live Mentor, on le fait souvent avec le SEA, tu vois. On tente des titres SEA, on voit lesquels ont le plus convertent et on les réplique en SEO aussi bêtement que ça, tu vois. Et c'est vrai, la clé, c'est pas aujourd'hui faire forcément du bon SEO, c'est comprendre ce qui marche et ce qui marche pas dans ton industrie pour mieux ranker. Ouais, je suis 100% d'accord et penser un peu plus, tu vois, réussir à merge le SEO et le CA et les bonnes pratiques du SEA et du SEO, par exemple, c'est des trucs qui vont être plus la clé dans le futur, à mon avis. Carrément. Deuxième question de cette roulette, et celle aussi tu vas bien l'aimer, parce qu'on en parlait en intro. Quelle est, Léo, ta dernière expérience Black Hat? Concrètement, sans bullshit. On veut tout savoir. Là, je regarde si j'ai PopCache d'ouvert sur le. À chaque traf. Je pense qu'à chaque traf, c'est le truc le plus violent que j'ai expérimenté récemment. Parlons de chaque traf alors. Ouais, tu sais, je viens, enfin voilà quoi, je viens d'être payé par un Indien pour lui mettre 100 000 de volume de search Href sur sa marque, la marque de son vieux site de vente de liens tout nul. Et du coup, voilà, ça je pense que c'est le dernier truc Black Hat que j'ai fait, étant donné que c'était hier soir. Donc, comment tu t'y prends du coup concrètement pour faire ça?
PopCash ou PopAds, tu prends une plateforme d'achat de traf comme ça. T'achètes, là en plus l'avantage c'est que tu peux acheter sur tous les navigateurs quand tu fais de la manipulation de search volume et puis tu t'envoies tout sur la SERP quoi directement. C'est vraiment un truc de bourrin. Tu mets un CPM qui est super bas, t'achètes le plus de trafic possible dans les plus grandes quantités possibles, t'envoies tout là-dessus. Puis voilà quoi, ça fuck top un peu, tu vas le voir dans ta search console, ça part un peu dans tous les sens. Ça change rien à tes rankings, ça change rien à quoi que ce soit, juste ça permet d'augmenter ton estimation de visite et du coup ça permet d'augmenter le prix de tes liens sur la plupart des plateformes de liens. Et du coup là typiquement tu fais de l'achat de trafic sur la page de recherche de la marque de ce mec. Sur la SERP google.com le nom de son site. Et du coup, forcément, ça, entre guillemets, ça manipule et ça te permet d'avoir sur un Href ou SEMrush ou n'importe quel outil de recherche des milliers de recherches et potentiellement de vendre du lien plus cher, comme tu l'as dit. Là même, j'ai vendu 100 000 recherches par mois. Donc j'étais un peu fort de cacao quand même. 100 000, ça fait pas mal, mais ça va normalement. Normalement 100 000, je peux les pondre. C'est vrai. Et il y a un point d'ailleurs que moi j'ai beaucoup vu revenir sur Twitter ou même des personnes qui ont testé le PopAds pour faire grossir le positionnement des pages. Et le retour est souvent le même, c'est que le PopAds, c'est à double tranchant. Quand ça marche, c'est tant mieux, mais des fois, boum, tu te dégringoles la position et c'est beaucoup plus dur de récupérer des positions perdues que de maintenir une position. Donc des fois, t'as payé, tu te dis putain, c'est cool, ça a pris un peu, puis ça redégringole quand t'arrêtes d'investir. Et du coup, c'est quoi pour toi tes bonnes pratiques si tu veux faire du bon PopAds legit? Ouais, ce que je dis souvent avec le pop, c'est que c'est comme la cocaïne du SEO, tu vois. C'est genre, au début, tu trouves ça cool, bon effet, c'est sympa, tu te marres, c'est marrant, t'augmentes les quantités, etc. Puis d'un coup, deux possibilités. Soit t'arrêtes et tu retombes et tu te dis putain, c'était cool d'être là-haut quand même et t'as envie d'en reprendre. Soit tu te réveilles 6 mois plus tard et t'as surconsommé pendant 6 mois et là t'es dans un état, ton site est dans un état impossible à récupérer et tu vas passer 6 mois dans le noir parce que va falloir le temps de recover quoi, grosso modo. C'est assez rare que sur du court terme t'envoies du pop et que tu dégringoles. Si tu fais les choses bien, tu vois que tu envoies du chrome proprement dans des quantités normales, en progressif, etc. Tu vas rarement te dégringoler. Au pire, tu vas faire des mouvements. Des fois, tu fais des mouvements chelous et ça fait un peu peur. Peut-être t'es 8ème, tu fais 2ème, tu te dis wow youpi, le lendemain t'es 65ème, le lendemain t'es 3ème, le lendemain t'es 8ème, le lendemain t'es 40ème et peut-être tous les jours tu fais des mouvements alors que la SERP elle bouge jamais et genre là t'es ouh là ça c'est bizarre et du coup ça rend les gens un peu fous mais en vrai si tu te dis en moyenne tu seras mieux positionné c'est ok. Le seul cas qui est vraiment dangereux c'est si t'en abuses pendant très longtemps après pour recover tu vas finir dans les méandres et après tu peux plus ranker quoi. Ça c'est assez horrible. J'ai des concurrents amis qui sont dans cette situation. Et les sites ils sont page 2 et ils n'arrivent pas à revenir page 1 quoi. Et c'est dommage mais ils ont dominé l'industrie pendant 6 mois. Maintenant est-ce qu'ils vont réussir à revenir? Je sais pas. Combien de temps est-ce qu'ils vont prendre? Je sais pas. Mais je pense qu'à long terme c'est pas du tout une bonne chose. Sur des petites périodes c'est une bonne chose. Je voulais faire une vidéo d'ailleurs pour le Black Friday parce que typiquement pour le Black Friday tu balances tout, tu top rank pour 3 jours, ça suffit, t'encaisses à mort et c'est bon. Mais pour les autres jours plus compliqué quoi. C'est toujours en SEO les stratégies de long terme versus court terme, je pense, et c'est un peu un arbitrage, tu vois. Et c'est vrai que l'achat de trafic, ça se fait sur des plateformes dont Léo a parlé, PopAds, PopCash. Vous pourrez aller voir ceux qui sont curieux, les auditeurs. Mais en gros, c'est vrai que l'idéal à long terme, c'est d'avoir du vrai trafic sur ton site qui vient d'externe, tu vois. Mais effectivement, tu as plein de cas où tu as des sites, notamment sur des thématiques un peu, où t'as pas le droit de faire de la pub. Un peu casino, mais ou même autre, CBD, où les gens veulent dentiste. ranker rapidement, gagner de l'argent rapidement ou autre, quoi. Et même tes dentistes, t'as pas le droit de faire de pub en fait. Tu peux pas acheter de trafic sur YouTube, tu peux pas acheter de trafic sur Meta, tu peux pas acheter de trafic sur Google Ads. C'était juste Keblo quoi. Donc en fait, t'es obligé de te cantonner à se mettre avec toutes les thématiques crado et à envoyer des blasts un peu violents quoi. Tu vois. Et c'est un peu dommage, mais le tout c'est de faire de pas l'en abuser, tu vois. Tu le fais pas tous les jours, tu le fais une fois par semaine, et tu y vas mollo et ça permet de garder un peu les trucs plus chill quoi. Mais faut pas bourriner dessus parce que sinon tu finis mal quoi. C'est la cocaïne du SEO. J'adore cette métaphore. Je l'adore aussi. Trop bien, on va poser la dernière question de la roulette et puis on passera après sur le prochain format, la crème de la crème. Tu parlais de branding avant justement. Comment tu crées un branding en 2025, tu vois, comment une marque peut créer un branding en 2025? Tu fais de la pub.
tu fais de la pub et tu délivres de la valeur. C'est toujours les deux trucs. En fait, il faut que tu aies un avantage concurrentiel. Il faut que tu sois meilleur que les autres sur un truc donné, tu vois. Que tu es. Tu sais, c'est comment est-ce que tu vends je sais pas, un parasol. Bon, bah, faut que tu aies un bon parasol au bon prix, je sais pas, qui soit joli. Tu trouves ta manière de te démarquer et ensuite tu fais de la pub pour acquérir une quantité de traffic démesurée. Après, comment faire un branding au sens, tu vois, moi visuellement je suis une bille, je suis super nul, graphiquement j'ai zéro goût, donc je pourrais pas te parler d'un point de vue visuel. Tout ce que je sais, c'est qu'une brand c'est quelque chose qui est cherché d'un point de vue SEO, et si c'est cherché c'est parce que les gens viennent chercher quelque chose. S'ils viennent chercher quelque chose, c'est que tu as un avantage sur le reste du monde et que tu l'as fait connaître, et pour le faire connaître tu as utilisé la pub. Grosso modo, mes grandes clés c'est ça: tu trouves un avantage, un angle d'attaque, une manière d'advertise, tu bombardes là-dessus, tu couvres ta cible et voilà quoi. Ensuite, tu continues et comme ça, tu crées du volume sur ta marque. Les gens ils savent ce qu'ils viennent chercher et c'est réglé. Ouais, très bien résumé. Après, je pense que tu peux faire plein de choses aussi en organique, tu vois, via YouTube. Tu vois, je sais pas, tu es une marque de parasol, c'est un bon exemple. Tu vois, tu vas faire des vidéos. Alors, parasol, c'est compliqué, mais tu peux créer une brand aussi un peu comme ça. Mais c'est vrai qu'en organique, bah, souvent, tu as besoin d'un peu plus de temps que tu fais de la pub sur Meta, Instagram ou autre, où très vite ça peut te générer du trafic. Et n'oubliez pas que quand les gens te voient sur Instagram, potentiellement ils vont aussi aller taper ta marque sur Google. Ils vont peut-être taper ta marque plus avis sur Google. Et du coup, tout ça aussi, ça va te permettre d'augmenter ton branding. Ouais, typiquement, bah, tu peux faire en fait, YouTube. Ça fonctionne un peu comme de la pub. Genre, tu sais, il va push. Si les gens ils kiffent le contenu, et ben il va déployer de plus en plus. Donc, grosso modo, si tu fais du contenu que les gens ils kiffent, c'est top, tu vois. Ça peut être avec de la créa de contenu, hein, évidemment, via du SEO, via des réseaux sociaux, etc. Le truc, c'est qu'à l'heure qu'il est, quand même, quand tu es une marque, faire de la créa de contenu, c'est rarement suffisant, en fait. Tout le monde s'en fout, hein, je sais pas, des posts Facebook d'une marque de parasol, tu vois, personne va liker ça. Soit tu t'es représenté par une personne, et dans ce cas-là, c'est plus relatable, et c'est ce qu'on appelle le personal branding et toutes les choses qui vont comme ça. Soit tu es représenté par. Soit tu fais de la pub. En fait, c'est un peu les deux leviers que tu as alors qu'il est pour avoir de la visibilité en tant que marque. Soit tu es représenté par une personne, soit tu fais de la pub et tu bombardes. Ouais, et puis il y a plein de trucs à tester. La semaine dernière, non, il y a 2 semaines de ça, j'ai testé pour la première fois la pub sur X. Et c'est un truc de fou qu'on a mis avec Planet Hoster, qui est un de mes sponsors. On a mis, avec un hébergeur web, on a mis 100 € de budget, donc 10 € par jour. Ouais. Et franchement, on a tapé 10 € par jour 10 € par jour. Le mec, t'as dû faire 500 000 impressions, ça doit être un délire. La moitié de la France a vu la pub de Thomas. c'est pas les impressions le plus impressionnant, c'est les conversions, mine de rien, tu vois, comparé à un Facebook, on a fait genre 290 impressions en faisant ça, 290 000 impressions, tu vois, en faisant ça, et c'était le rate conversion, c'était du 0,22, tu vois, ça a fait genre plus de 1500 clics, ça a fait pas mal de conversions pour un petit budget, tu vois, donc forcément, c'est rentable. Après, derrière, oui, il faut avoir la bonne page qui convertit, etc., et c'est pas qu'une question de pub. Mais franchement, il y a des choses de fou à faire, et aller chercher sur d'autres réseaux que les trucs historiques, tu vois, Facebook, Insta, ça peut être intéressant aussi. Et ben, on va passer au prochain format, parce qu'on a terminé, du coup, cette roulette du SEO. Prochain format et dernier format. C'est la crème de la crème. On va s'intéresser de plus près à tes spécificités, à ce que tu maîtrises de plus. Donc pour ça, on a préparé en amont 4 questions qu'on va te poser. La première, effectivement, on en a déjà un peu parlé aujourd'hui. On va retourner dans le Black Grey Hat. Mais cette fois-ci, pour le secteur e-commerce. Quels sont pour toi... Quel serait pour toi un bon hack Black Hat qui pourrait, enfin qui n'est pas non plus red flag de fou, qui s'applique et qui fonctionne pour un site e-commerce en 2025? Quelques petites techniques que j'aime bien pour le e-com. Pour moi, le meilleur hack, hein, là pour le coup, c'est quand tu sais que tu vas avoir un rush de vente parce que tu as une date. Je pense par exemple au Black Friday qui arrive, à le Q4, hein, même globalement, à partir de, tu vois, entre le 15 novembre et le 15 décembre, limite tu peux bombarder en pop pendant un mois.
donc en achat de trafic, histoire de booster les rankings et de dominer ta concurrence, quoi. Si tu le fais que pendant un mois, c'est ok, tu vas pas perdre tes rankings, et après c'est pas comme si tu vendais de ouf entre le 20 décembre et le 10 janvier, tu vois. Donc grosso modo, achat de trafic, pour moi sur le Q4 en e-com, c'est vraiment un truc qui est très très fort, et à toutes les dates où tu sais que tu vas bombarder. Donc si par exemple, je sais pas, t'es quelqu'un qui vend beaucoup pour la Saint-Valentin, bah tu peux pop juste avant la Saint-Valentin pour être sûr d'être premier. Je pense par exemple à Interflora, s'ils pop avant la Saint-Valentin ou avant la fête des morts, c'est le moment pour eux d'avoir une visibilité de ouf et de passer devant tout le monde, quoi, sur toute leur page. Ça pour moi c'est vraiment un hack qui fonctionne très fort. Je pense à un truc aussi qui est pas un hack Black Hat, mais qui est un truc que les gens oublient de faire et que j'aime bien rappeler, parce que c'est Romain qui me l'avait rappelé et je trouve que c'est un top tips. C'est le fait d'avoir des pages grossistes sur chacun de tes trucs, en fait, parce que potentiellement t'as des gens qui vont taper genre je sais pas, je travaille avec un gars qui fait de l'équipement sportif, qui vont taper alter grossiste. Et en fait, il n'y a personne qui rank sur alter grossiste à l'heure qu'il est. T'as juste besoin de proposer tes haltères et de lui dire, soit de lui dire bah tu me contactes et je te fais un prix de gros, soit même de mettre tes haltères en mode normal. Potentiellement, le gars il va arriver, il va en commander 50 parce que t'étais premier. Non pas que t'aies des prix de grossiste, mais juste t'étais premier sur grossiste, quoi, et ça fonctionne. Et c'est un truc que j'ai fait. Moi je pense à ça en CBD par exemple, j'avais fait des petits trucs comme ça qui avaient pas trop mal marché. Et en fait, chaque com que tu prends, même si c'est que 5% en CBD sur 1500 euros ou 2000 euros, bah ouais, ça commence à être des montants qui sont un peu plus intéressants. Donc le petit hack grossiste et le hack avis aussi, le fait d'avoir une page sur quels sont les avis sur notre marque, et comme ça tu la maîtrises et tu la contrôles, c'est un truc qui est assez fort et qui marche bien. Si t'as pas envie de le faire toi-même parce que tu penses que grosso modo que ça va être un peu flag et que c'est pas vraiment la confiance et qu'il faut de la validation tierce, bah t'achètes du lien, hein, t'achètes du parasite et t'achètes du lien avec marqué, imaginons que tu sois je sais pas, thomasmeillermusculation.com, bah thomasmeillermusculation.com avis, et voilà quoi, comme ça les gens quand ils vont chercher avis, et tu vas avoir des posts que toi-même tu contrôles parce que c'est toi qui les as maîtrisés, publiés, etc. Ça fait un peu e-réputation dit comme ça, mais pour moi c'est un peu les hacks en e-com, de maîtriser son image, de maîtriser tout ça, c'est des trucs qui marchent bien. Et après on peut parler un petit peu d'obfuscation à la rigueur en e-com qui peut être intéressant, d'obfusquer ton méga menu comme le faisaient Cdiscount historiquement, d'obfusquer voilà, des pages dans le footer qui servent un peu à rien, tes pages de contact pour maîtriser ton page rank. Ça c'est des trucs qui sont pas mal, quoi, globalement, des bonnes pratiques un peu grey on va dire à faire en e-commerce. Trop bien. Trop cool. Mais c'est vrai, t'as parlé d'ailleurs d'Interflora, c'était client il me semble. Je travaille un petit peu avec eux, ouais. J'ai commencé à travailler avec eux. Je leur ai fait un petit set de recours récemment et voilà quoi, on discute un peu. Ok, trop cool. Ouais, et justement, tu vois, sur des sujets à forte concurrence, bah là tu parlais d'Interflora ou d'autres sujets, c'est quoi les stratégies à mettre en place? Tu vois, netlinking, CTR, ce genre de trucs, tu vois, stratégie assez avancée, qu'est-ce que tu conseillerais, quoi? Pour moi, alors en gros, déjà je veux pas démentir, mais genre déglorifier, ça n'existe pas ce mot, le CTR, parce que j'en ai beaucoup parlé, j'en ai beaucoup fait, et en fait très souvent je le jumelais avec de l'achat de traf, parce que les deux ensemble allaient assez bien, et le CTR, même s'il avait des effets sur le long terme et qu'il était efficace, il est quand même nettement moins puissant que l'achat de traf. Après on en a parlé beaucoup avec beaucoup de gens pendant le Chiang Mai SEO. Beaucoup de gens sont un peu en mode essaie de le faire, essaie de le mimiquer, c'est super difficile d'avoir des résultats et d'être sûr que ça fonctionne. Donc honnêtement le CTR alors qu'il est, c'est pas forcément un truc sur lequel je conseille énormément de s'attarder, pas en mode manipulation dégueu, etc. Si tu as une marque qui est forte, dans tous les cas tu prendras un peu plus de CTR que la moyenne, donc autant se concentrer là-dessus et en profiter, quoi. Ensuite en termes de netlinking, bah t'as toujours, en fait en netlinking ça dépend toujours du profil du lien. Si tu es sur des marques qui sont très avancées par exemple, bah va falloir, en fait tu vas, si la marque elle est très propre, très avancée, qu'elle a une bonne popularité, ça veut dire qu'elle a un profil de lien parfait, tu vois. Elle a le profil de lien le plus pur qu'il y a. Donc s'il est extrêmement pur, on va pouvoir aller le salir un peu et être un peu plus agressif. Et à l'inverse, si tu as une marque qui est toute neuve et qui a un profil de lien un peu chelou, on va commencer par l'assainir un peu, être sûr que le profil de lien il est, tu vois, qu'on commence pas avec directement des boulets aux pieds, quoi. C'est toujours un peu l'équilibre à avoir entre faire des choses agressives et efficaces et faire des choses qui soient un peu plus chill et un peu plus durables, quoi. Le tout, en fait, le SEO pour moi c'est toujours un facteur risk reward, quoi, tu vois, qui est à mettre en parallèle. Par exemple, balancer plein de contenu IA, bah oui, ça fonctionne, tu vois. Est-ce que c'est super pérenne? Est-ce que ça va être facile à mettre à jour, etc., etc. Non, pas forcément. Est-ce que c'est une top stratégie à maintenir dans le temps? Bah, je suis pas sûr non plus, donc à voir, quoi. Est-ce que c'est mieux que rien? Bah ouais, c'est déjà mieux que rien, donc on peut commencer par ça. Voilà, c'est toujours un peu une question de risk-reward pour moi.
Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que les stratégies avancées, elles commencent par des stratégies basiques. Donc, grosso modo, imaginons que tu veuilles ranker ton e-commerce et que ça prenne pas. Est-ce que tu as fait tes basiques? Donc oui, tu as fait tes basiques potentiellement. Si tu as fait tes basiques, tu vas commencer à te dire mais pourquoi est-ce que j'ai fait les basiques que tout le monde m'a dit de faire et pourquoi est-ce que ça marche pas, tu vois? Et ça, c'est un peu la question du SEO, c'est les déréalisations. Genre au début, la première fois que tu as fait tout ce que tout le monde t'a dit et que ça marche pas, tu te dis putain, déjà ils me font chier parce qu'ils m'ont menti, tu vois. On m'a menti. Genre les gars ils m'ont dit de faire ça, je l'ai fait, ça a pas marché, tu vois. J'ai mis mon score d'opti-sémantique à 100% et ça a pas marché. Et t'es un peu vénère. Et c'est pas pour ça qu'une opti-sémantique c'est du bullshit, tu vois. Sur la moyenne des probabilités, etc. Bah ouais, les scores plus opti-sémantiques ils marchent mieux. Mais c'est pas le tout, tu vois, en fait. Et après, tu vas commencer à creuser sur d'autres choses. Tu te dis, ah, mais attends, il y a quelqu'un d'autre qui a dit quelque chose d'autre. L'avantage que tu as quand tu passes beaucoup de temps sur Twitter, c'est que tu vois beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui sont pas prouvées, hein. Moi, le premier, il y a plein de fois où je donne des opinions et en fait, il faut pas du tout les prendre au pied de la lettre. Mais ça te donne des pistes de réflexion. Et en fait, tu te dis, bon, bah, j'ai acheté plein de liens sur Fiverr, ça a pas pris. Ok, bon, bah, ça, c'est pas la solution, tu vois. C'est pas la quantité de backlinks. Après, tu te rends compte qu'il faut acheter des domaines référents et pas des backlinks. Ok, bon, bah, je vais du côté des domaines référents. Puis après, tu vois, ah, bah, c'est de la thématique. Donc, t'achètes un peu de thématique. Ah, mais en fait, c'est du Google News. Bah, t'achètes du Google News. Et en fait, à chaque fois, tu rajoutes une couche et à la fin, tu te dis, putain, là, ça marche, tu vois. Mais tu sais plus ce qui l'a fait marcher parce que t'as juste rajouté plein de couches les unes sur les autres. Ça se trouve, c'était les liens Fiverr qui commencent à payer 6 mois plus tard. Mais tu peux jamais trop le savoir. Et en fait, c'est juste à force de rajouter des couches et de l'expérience et des tests les uns sur les autres, tu finis par te dire, bon, bah là, j'ai l'impression que ça prend mieux que l'autre, ça marche bien, etc., etc. Donc, c'est comme ça que tu te fais un esprit de SEO, un esprit critique de SEO un peu plus avancé, je pense. Et plus, voilà quoi. Du moins, moi, c'est comme ça que je procède généralement. Et il y a des fois où ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Et non, je disais que c'était un point qui était hyper important parce qu'une question qui revient souvent de la part des SEO, c'est j'ai du mal à justifier mes actions. Genre, en agence, mon boss va me demander qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, ou surtout, qu'est-ce qui justifie cette baisse ou qu'est-ce qui justifie cette augmentation. Tu vois, c'est un truc, souvent en SEO, tu as du mal à justifier. En ads, bah, tu peux justifier le moindre centime investi, tu vois. En SEO, c'est un peu plus dur. Donc, typiquement, qu'est-ce que tu te dirais, toi, un consultant SEO qui a du mal à justifier ses actions et qui, comme tu l'as dit, ajoute des couches. À un moment, ça fonctionne. Mais comment tu verrais la chose, toi? Alors, justifier des baisses ou des hausses, c'est super compliqué. C'est pour moi impossible. Il faut genre éviter d'aller dans ce jeu-là, quoi, parce que c'est compliqué. Tu dis juste, voilà, tu vois, c'est Google, ça bouge, il y a des hausses, il y a des baisses. On va faire tout notre possible pour qu'il y ait plus de hausses que de baisses, mais on peut pas contrôler la trajectoire non plus, tu vois. On n'est pas en maîtrise de ce qui va se passer. Ce qui est un peu horrible quand quelqu'un te paye cher pour te donner des conseils, que tu donnes des conseils, que ça se casse la gueule et t'es là genre tu passes pour un guignol. Mais bon, c'est le jeu, tu vois, ça fait partie du truc. De toute façon, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça lui aurait sûrement arrivé aussi. Ça arrive un peu à tout le monde le sait, on n'est jamais infaillible. Maintenant, moi j'ai eu la chance d'avoir des managers qui étaient... Il suffisait que je justifie, tu vois, grosso modo. Donc en fait, ce qui se passait, c'était le gars, par exemple, ça m'arrive plein de fois, je repense à une histoire où j'achetais un backlink. J'avais fait C'était ma période où j'aimais bien faire des trucs marrants sur le netlinking. Où je me disais, tiens, ça change un peu, je vais essayer ça, quoi. Et du coup, typiquement, un truc que j'avais fait, j'avais acheté du lien en catégorie. Et je l'avais acheté sur un endroit dans la catégorie où tout le monde se disait, mais jamais tu places un lien ici, c'est chelou, tu vois. Et mon chef, il m'avait dit, donc c'était en top de catégorie avant la pagination, un truc trop bizarre, quoi. Mon chef, il me dit, mais t'as acheté un lien ici, mais il est chelou ton lien, non? Je dis, bah ouais, mais regarde, genre, il est en top de page, il est thématisé, il est proche de la home. Genre, tu sais, je lui donne tous mes éléments justificatifs qui fait que je pense que c'est pas un lien dégueu, tu vois. Je pense que j'ai vraiment acheté un lien qui est positif. Il est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, mais souvent les gens ou les choses qui performent, c'est des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on voit d'habitude. Du coup, je lui explique tout ça, il me dit, ok, tu vois, genre, je vais pas t'interdire de tenter tes expériences, pourquoi pas, tu vois. Tu m'as donné les justifications qui paraissaient ok. Donc, je pense que si t'as fait quelque chose, en général, c'est parce que t'avais une raison de faire, t'as un process de pensée derrière. Quand quelqu'un te demande pourquoi tu fais ça, bah tu lui donnes ton process de pensée, très simplement. Et puis ensuite, il te demande des justifications. Tu lui dis, bah ok, ça va me prendre. Attends 3 heures que je te donne toutes les justifications, que j'aille rechercher toutes les sources, tu vois, etc. Je les ai pas sous la main. Ou alors, tu me crois et à 100% et tu me laisses 3 heures pour continuer de prod et voilà quoi. Ce qui est sûrement la meilleure solution plutôt que de demander des sources et des justifications à quelqu'un. Mais grosso modo, t'expliques ton process de pensée. Tout le monde a un process de pensée en SEO tant qu'il est pas. Normalement, quand tu le dis à voix haute, il te paraît plutôt logique et ça paraît plutôt cohérent. Et tu te dis, ouais, ça a l'air de faire sens, quoi, tu vois. Si ça a l'air de faire sens pour toi, si tu te dis que
c'est positif pour Google, c'est ce qu'il essaie d'apporter aux internautes. Normalement, c'est ok quoi. Tu te feras des erreurs, hein, c'est normal, tout le monde fait des erreurs. Mais plus le temps va passer, moins tu vas faire d'erreurs et mieux ce sera quoi. Je pense en justification, ce que je mets beaucoup en place dans mes formations ou avec mes clients en coaching aussi, c'est le fait de travailler simplement par objectif, mais d'avoir pas que des objectifs de trafic ou des objectifs chiffrés, avoir aussi des objectifs de travail, tu vois, genre on veut tester telle chose, tu vois, c'est notre objectif sur Q4, c'est de tester la publication d'un cocon autour de tel truc. Bon, bah ce cocon n'a pas rapporté de trafic, ouais, mais bon, pourquoi on a voulu tester ça? Parce que X ou Y, ça n'a pas marché, on a testé, en fait, c'est juste le marketing, quoi. Et peut-être que ça marchera dans 6 mois en plus, tu vois, mais c'est juste à partir du moment où tu as une trace processisée un peu, je sais pas si ce mot existe, mais où tu as une trace de ce que tu veux tester, de pourquoi tu veux le tester, de quelle est ton hypothèse, bah ensuite, 3 mois après, tu vas regarder, bah peut-être que ton hypothèse était fausse, tu vois, c'est juste le marketing en ligne qui est comme ça. Mais au moins, tu as une trace et tu as une justification de ce que tu as voulu faire. Mon père, il disait un truc que j'adore, que je trouve super fun, c'est des fois, tu as des gars, ils font un master, enfin pas un master, un doctorat, par exemple, sur, je sais pas, les lentilles vertes du Berry, tu vois. Je viens du Berry, c'est pour ça que je vais citer les lentilles vertes du Berry. Ils vont chercher 4 ans sur les lentilles vertes du Berry, et après 4 ans, ils n'ont rien trouvé. Et ils vont te dire, voilà, on a cherché 4 ans, on a déroulé plein de choses, on n'a rien trouvé d'intéressant. Bon bah le prochain gars il sait que dans les lentilles vertes du Berry il y a rien d'intéressant quoi, tu vois, ça fait 4 ans que le gars il cherche, il a rien trouvé. Bon bah voilà, tu fais ton test, tu déploies ton cocon. Bon bah ça prend pas hein, voilà, ça a pas marché. On sait que la manière dont on travaille, le site sur lequel on travaille, la manière de déployer le cocon, elle marche pas comme ça. Bah on a avancé un peu, on connaît un petit peu plus, tu vois. Et de temps en temps il y a des trucs qui vont prendre et tu dis bah ça maintenant on sait que ça prend et on va l'exploiter un peu plus, voire même le surexploiter et le saigner jusqu'à ce qu'il marche plus, ce qui est souvent la manière que j'ai de fonctionner, et voilà. Super intéressant. Tu parlais de netlinking. C'est quoi tes astuces, tu vois, de netlinking pour choisir un bon lien? Comment tu choisis tes liens, justement? Pour moi, il y a le facteur sur les liens. J'ai un facteur qui est vraiment le plus important de tous, et qui est le facteur numéro 1 sur lequel je choisis mes liens, c'est leur prix. C'est un facteur où les gens ils le citent pas assez et ils disent toujours ouais faut que le lien il ait un peu de TF, bah en fait faut que le lien il soit surtout au bon prix quoi, parce qu'un lien qui est trop cher bah en fait ça vaut pas le coup. T'aurais pu acheter 2 autres liens à la place ou un autre lien qui aurait valu son prix. Donc grosso modo pour moi le facteur numéro 1 c'est le prix, et c'est que le lien il vaille le coup, ça et le fait que le site soit pas pénalisé, c'est les 2 facteurs les plus importants je pense pour acheter un lien. Ensuite le reste, il y a tous les facteurs qui existent, on les connaît tous, hein, tu vois, le nombre de liens qu'il reçoit, la qualité des liens, est-ce que ces liens à lui-même sont indexés, est-ce que ces pages sont indexées, est-ce que ces pages reçoivent du trafic, est-ce qu'il est validé Google News, etc. T'as un millier de choses que tu vas pouvoir prendre en compte, la thématisation, le truc que tu vas lui envoyer. Mais tout le monde a sa sauce, tous les facteurs desquels les gens parlent sont tous importants, et c'est super difficile de faire sa popote là-dedans, tu vois. Moi le premier, en fait, j'ai acheté... Enfin, je le dis souvent, j'ai dû acheter 500 000 € de liens. Bah, je peux toujours pas te dire ce que c'est qu'un bon lien, tu vois. Je sais juste qu'il y a des liens qui sont un peu trop chers et qu'il y a des liens qui me paraissent être pas très chers comparé à la potentielle puissance qu'ils ont, tu vois. Et en fait, c'est que du betting, tu vois. C'est que des paris. Genre, ouais. Je suis là, je vois des liens et je me dis, ouh là, la cote, ça c'est une bonne cote, ça. Ça, connaissant le marché, la cote elle est pas dégueu, tu vois. Potentiellement, je vais faire un gain là-dessus. C'est le PSG en fait, les gars. Les liens un peu sur du PSG ou de l'UFC. Donc voilà, grosso modo, je fais. T'as quand même une méthode pour justifier un prix. Comment tu justifies qu'un backlink c'est trop cher? Comment tu justifies qu'il est pas cher? Si tu devais aller donner une méthode aux auditeurs qui nous reçoivent, qui ont le sentiment, par exemple, de payer un lien trop cher, comment le vérifier? Typiquement qu'il est trop cher, ça veut dire que il y a une manière excellente de la vérifier, elle est horrible, c'est que tu l'achètes et que tu vois ce qui se passe. C'est la seule vraie manière de vérifier que ton bet il est bon ou il est pas bon. En fait c'est vraiment comme le pari sportif, tu vois. À force de parier, il y a un moment où tu commences à te dire putain non mais attends là, tu sais, tu perds ton argent, tu gagnes ton argent, tu perds ton argent, tu gagnes ton argent, et il y a un moment où tu te dis, imaginons que les cotes elles soient even et que t'aies pas le edge du bookmaker. Normalement tu vas gagner et perdre ton argent, tu vois, plus ou moins de manière even, et il y a un moment où tu vas dire oula attends, là la cote, j'ai l'habitude, j'ai vu ce pattern plein de fois, et ça normalement cette cote là elle est bonne, tu vois. Et donc voilà, t'en profites. Maintenant il y a des petites manières de spot des liens où tu te dis ok là c'est à peu près sûr que la value elle est underpriced, tu vois. Ma manière de faire en général j'aime bien trouver des sites qui ont été remontés à la ZUB, qui ont un profil de lien de bâtard, et les gars ils ont refoutu 4 contenus dégueux dessus.
Et du coup, zéro chance que sur du, alors par exemple sur des thématiques super compétitives, et là t'es à la zéro chance que le truc il rank parce que les 4 contenus ils sont dégueux et que c'est remonté à la zub. Mais tu regardes le profil de lien et tu te dis ouais mais il y a rien qui paraît red flag dedans, tu vois. Et si tu fais ça, tu vas avoir des sites qui ont zéro trafic, que personne n'achète, les prix ils sont bas, mais tu peux les payer, tu peux les acheter. Et j'avais chopé des liens comme ça où je me disais franchement je pense qu'ils sont quali, tu vois. J'ai acheté sur plein de raisons différentes. Il y a plein de raisons qui étaient mauvaises. Je pense à des fois où j'ai acheté sur le volume de la marque du lien, par exemple. Tu vois. Le lien, c'était des sites de mini-jeux. Le site de mini-jeux, il est cherché. Les gens, ils vont sur le site du mini-jeu. Il y a de la fréquentation, etc. J'achète. Est-ce que ça pousse ou pas? J'en sais rien, tu vois. Mais c'était une justification. À chaque fois, tu cherches une justification à ton lien. Et tu te dis, bah tiens, j'ai cette justification-là. Bah, peut-être qu'elle est bonne, tu vois. Et tu la testes et tu vois ce qui se passe. Tu vas rarement voir des résultats complètement fous, mais bon, ça te permet de tester, de voir, d'expérimenter, etc. Et ensuite, les grosses manières, on va dire, de tester aussi. Google News, pour moi, en ce moment, c'est un truc qui est assez positif. Et du coup, si tu achètes du backlink sur des liens Google News, qui sont à moins de 100 balles par exemple, bah t'es assez sûr que ça va être du bon lien, tu vois. Vaut mieux vérifier quand même qu'il est bien Google News, genre que les derniers articles publiés ils sont bien Google News et tout, parce que il y a pas mal de Google News qui sont un peu chelous avec les règles post 2018, etc. Donc bien vérifier que le Google News est bien Google News et qu'il a bien genre 20, 30, 50, 100 pages dans Google News. Mais si c'est le cas et qu'il a moins de 100 balles, bah franchement là c'est win automatique quoi. Pour moi ça. Parce que des liens le moins de 100 balles, il n'y en a pas énormément. Et tu vois, s'il a cette espèce de validation manuelle et qu'il a un peu de traf, bon bah normalement c'est ok. Mais encore une fois, peut-être que j'ai tort. J'en sais rien honnêtement. C'est super difficile à dire. Et la personne qui dit qu'elle a les codes en netlinking, franchement, tant mieux pour lui, mais j'en doute. Parce que j'ai dépensé beaucoup de liens avec beaucoup de personnes sur beaucoup de thématiques différentes. Et j'ai pas trouvé le pattern. Et en fait, ce qui me fait dire ça, c'est pas ma sensation, c'est le fait que j'en ai parlé avec tous mes concurrents qui ont dépensé comme moi, voire plus, et qui me disent on n'en sait rien, on achète tout quoi. Tu sais pas ce qui marche ou ce qui marche pas. Et si tout le monde le dit, bon bah c'est qu'à un moment. Et après on a tous nos petits secrets, nos petites bottes secrètes. T'sais. Moi j'aime bien avoir genre la diversité. La diversité c'est un de mes trucs sur les 2 dernières années. Et du coup je mettais genre de la page positionnée, du guest post, du social profile, du ninja, etc. Donc je mettais un peu de tout. Et je me disais, allez, petite tambouille, on met un peu de tout. Et puis, comme on sait pas ce qui marche, bah, normalement, il y a bien tout ça qui va pousser. Et c'est un truc qui a très bien marché. Moi, ça a très très bien fonctionné. En plus, ça donne une diversité de liens qui est bien et donc une résistance aux updates qui est quand même pas dégueu. Donc voilà, quoi. C'est le genre de truc que j'ai bien aimé faire. Il y a plein de tendances et plein de choses que j'aime bien faire. Super difficile de dire c'est quoi la bonne value. Mais je pense que, voilà. Si vous êtes un peu en mode galère. 2 possibilités, soit vous avez un budget qui est décent et dans ce cas-là divisez-le entre 4 prestats qui fournissent 4 typologies de liens différentes et vous leur filez en automatique, vous prenez pas la tête, vous filez un prestat ninja linking, un prestat de lien pas cher, un prestat de lien un poil plus cher et un prestat de lien positionné par exemple. Voilà, tu fais ça, tu divises ton budget en 4, t'as un truc qui est plutôt décent normalement et t'as un profil de lien qui est assez varié. Si t'as choisi des prestats compagnons sur rue, bon bah ils devraient pas trop t'en fumer normalement. Deuxième possibilité, soit t'es broke et t'as envie de faire des trucs un peu fun. Fais ton ninja linking toi-même par exemple. Bon bah ça c'est un truc qui est time consuming mais qui est facile à faire soi-même et qui peut permettre de pousser un site assez loin. Et achète des liens pas chers sur Linkavista. Tu prends voilà, moins de 2 euros, moins de 3 euros. Tu tries par trafic maximum ou CF maximum ou RD maximum et t'achètes les liens un par un et ça permet de faire tourner, acheter du lien, acquérir du lien progressivement. Et le jour où ton site il va commencer à générer de l'argent, bah là tu vas pouvoir acheter des liens un peu plus chers, etc. quoi. Et tu parlais de Google News. Pourquoi c'est bien? Tu vois, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ce que c'est en fait un site Google News déjà pour les auditeurs qui sont un peu plus évitants. Et pourquoi c'est bien en netlinking d'acheter un lien sur un site Google News? En fait, il y a Google News pour moi, comme Google My Business, tu vois. Google My Business, Stéphane Madaleno, il nous a dit cette année que c'était le facteur ranking numéro 1 sur le local. Et le gars est quand même très très fort sur le local. Voilà, sur Alloscan, il a sorti 20 features liées à ça, il sait de quoi il parle. Et il est vraiment skin in the game sur le local. Donc pour le coup, je lui fais vraiment confiance là-dessus. Et la raison qu'il donnait, qui était super intéressante, c'est que les gens qui font du Google My Business, il est vérifié manuellement par Google, tu vois. Il y a un moment où en fait tu as de la vérif manuelle entre guillemets de Google. Du coup, qu'est-ce qui se passe si Google il a trouvé une manière de vérifier manuellement via un de ses services ton site ou ton GMB par exemple ou Google News en l'occurrence qui était de la vérification manuelle pendant un temps ou de la vieille vérification automatique qui tient depuis longtemps et c'est des sites historiques qui sont clean.
en gros, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu sur ton site, qui a vérifié que le site il était clean et qui l'a mis dans une nouvelle case, tu vois. Et s'il y a, enfin, je sais pas, ça veut dire que sur tous les sites du web, t'as une case qui peut être cochée ou pas cochée, qui est ce site est un bon site Google News. Bah moi, je préfère acheter des liens sur les sites où la case elle est cochée, quoi. Grosso modo, c'est un peu la logique que j'ai. Sans trop savoir, peut-être qu'en fait ça change rien, hein. C'est juste voilà quoi. Peut-être que le trafic ça change rien aussi. J'aime bien l'idée d'acheter des liens sur des pages qui sont top 3 et qui génèrent déjà du traf, par exemple. C'est une idée que j'aime bien en insertion de liens, parce que potentiellement tu vas récupérer des clics dessus. Et j'avais vu une conf de Kyle Roof qui disait que des liens cliqués, même s'ils sont en nofollow, ils poussent plus que des liens qui sont pas cliqués, etc. Et c'est enfin tu vois, je me base sur un test d'un gars qui a été fait il y a 4 ans sur une thématique qui est pas du tout la mienne, une géo qui est pas du tout la mienne, pour donner une conclusion de genre les liens top 3 ça pousse, tu vois. C'est complètement fallacieux comme démarche, mais c'est tout ce que je peux dire alors qu'il est quoi, tu vois. Malgré le fait que j'ai fait tout ça, j'ai pas de clé, donc je peux juste vous dire ça. Mais c'est vrai que le netlinking, c'est vraiment un domaine, comme tu l'as dit, où on sait pas trop pourquoi on dépense. Tu vas acheter c'est rare, hein. Ouais. Tu vas pas en course, tu te dis, tiens, j'achète des pâtes, des machins, alors que tu vas acheter de la viande, t'es végétarien, c'est pareil. Là, tu vas vraiment acheter des choses, tester des choses. Par exemple, lien positionné ou lien neuf, tu vois, on pouvait. Au moment du leak, là, on savait pas trop, tu vois, est-ce que c'était plus pertinent de foutre du lien sur quelque chose de neuf, comme ça on se pense que Google vient de le publier, donc ça a été cité de base, donc le gars le pense à la base, ou est-ce que le fait de le mettre sur un lien positionné, c'est peut-être un peu trop poussif, surtout que s'il n'y a pas d'ajout de contenu derrière et qu'on met juste un lien brut, c'est peut-être pas trop naturel. Du coup, il y a ce truc de se dire, est-ce qu'on fait du lien sur des pages déjà présentes, est-ce qu'on fait du lien sur du neuf? Donc, il n'y a pas en fait de secrétif, il faut juste tester, voir ce qu'il prend, et comme tu as dit, et puis je pense aussi en fonction des industries, ça peut être différent. Donc je pense Ouais, qu'aujourd'hui, 100%. comme tu l'as dit, personne n'a le secret sur qu'est-ce qu'un bon lien. Beaucoup de personnes s'en sont rapprochées, mais tu vois, on peut pas dire s'il faut acheter des liens, faut pas en acheter. Enfin, il n'y a pas de, Bah, si ouais, c'est de ça. Si tu veux secret. les clés, tu vas voir les gens qui ont acheté beaucoup de liens. Tu leur demandes selon toi c'est quoi un bon lien. Ils vont te citer quelques trucs en vrac. Tu mixes 5-10 avis différents et t'auras pas la méthode parfaite, mais t'auras pas une méthode dégueu, tu vois. Tu vas pas perdre de l'argent, quoi. Sachant que il y a quand même beaucoup de manières de perdre beaucoup d'argent en achetant du lien, enfin en achetant énormément de liens overprice. Bon bah voilà, pour moi c'est la plus grosse chose à éviter, c'est d'éviter d'être dans l'extrême de je perds énormément d'argent parce que je dépense énormément d'argent dans des liens qui valent très cher, tu vois, et qui poussent pas. Donc t'as un opposé, voilà, grosso modo c'est je pourrais être dans l'erreur absolue. Tu sais, c'est Charlie Munger qui disait ça. Faut pas chercher à être le meilleur, hein. Faut juste chercher à pas être l'idiot du village. Donc tu regardes, qu'est-ce qui ferait l'idiot du village? Il achèterait des liens qui font pas de trafic, qui sont pénalisés. Il les paierait 2000 € par lien et il s'en soucierait pas. Il regarderait pas s'ils restent, s'ils sont indexés, etc. Tu vois. Bon bah déjà si tu contrôles tout ça, tu seras pas le pire des idiots du village, tu vois. Et ça te donne déjà un edge qui est déjà pas dégueu. Continue d'étudier toutes ces théories là et normalement tu finis par avoir à un moment un process d'achat de liens qui est pas si horrible. Ouais, voilà, je pourrais vous donner toutes mes théories, j'en ai 1 million, mais à la fin ça ne nous avance pas parce que je suis sûr d'aucune et que même moi je les remets en cause constamment, tu vois. Je suis super incohérent dans ma manière de décrire l'achat de liens parce que je change d'avis constamment, mais bon, c'est la seule chose à faire en SEO, quoi. Excellent. Bon, du coup, il nous reste une dernière petite question. C'est sur l'impact du trafic. Tu en as un peu parlé. Aujourd'hui, quel conseil tu donnes à des SEO, tu vois, qui nous écoutent pour mettre en place une stratégie de trafic pertinente? Vraie question. Ça se voit que t'es habitué à LinkedIn, toi, Lucas. La stratégie à mettre en place pour de l'achat de trafic pertinent, alors que c'est le truc le plus crado du monde, tu vois. C'est genre, comment ils peuvent utiliser ce truc sans se faire exploser? C'est plutôt la question. C'est ça, mais je l'ai maquillé un peu, tu vois. Comment vous pourriez faire pour consommer de la cocaïne de manière raisonnable? Ah non, ça marche pas. Non, mais grosso modo, il y a deux régies que je trouve cool, PopAds et PopCash, qui vous permettent de déposer sur des petits montants. PopCash est un poil moins cher que PopAds. Les quelques facteurs à faire, sur lesquels faire gaffe, à mon avis, c'est acheter du trafic dans la géo dans laquelle vous voulez pousser. Donc si vous voulez pousser en France, vous achetez du trafic uniquement français. Vous mettez comme navigateur uniquement Google Chrome. Et ça, pour moi, c'est les 3 choses qui sont importantes. Je crois qu'il y a un peu plus de bots sur PopCash que PopAds. Je crois que PopAds, le trafic, il est un poil plus clean. Mais bon, ça, c'est des théories qu'on m'a données à droite à gauche et j'ai pas vraiment vérifié. Et du coup, allez-y mollo. Commencez avec, enfin, je vais dire des chiffres qui sont pas des petits chiffres, quoi. Mais commencez avec 1000 visiteurs par jour, tu vois, par exemple, quoi. Tu peux faire ça sur PopCash. Tu peux faire
3000 grosso modo sur PubPads au minimum. 3000, ça peut paraître énorme, mais c'est pas énorme, c'est ok. Hier après-midi, par exemple, j'étais en call avec des gars qui envoyaient 5 millions de visiteurs par mois, alors qu'ils travaillaient en Netherlands. Netherlands, ça doit faire 5 millions de personnes dans la Netherlands, tu vois. Donc, grosso modo, les gars, ils forçaient un peu, tu vois. Faites pas ça, allez-y mollo, testez un petit peu. Si vous voyez que l'effet est sympa, essayez d'augmenter un petit peu la dose. Craquez-vous pas et partez pas sur des gros montants, des 50 000, etc. De toute façon, ça va finir par vous coûter cher, ça va pas être agréable. Et rappelez-vous que c'est temporaire et que c'est un truc qu'on fait sur des petites durées, histoire de faire des petits boosts. Et essayez de pousser chacune de vos pages qui sont sympas. Chacune de vos pages qui sont top 20, grosso modo. Mettez-leur un petit boost de 1000 visiteurs, 2000 visiteurs, 3000 visiteurs. Voyez ce qui se passe. Et il va se passer plusieurs fois que votre page, elle va être 8ème, elle va passer 2ème, vous allez couper, et elle va rester 2ème ad vitam aeternam. Et là, vous venez de gagner 6 ou 7 positions instantes, gratuitement, et ça reste parce que votre site il délivre bien. Si vous voyez que vous stickez pas à la 2ème position et dans une bonne position, et que vous avez pas vous gardez pas un bon truc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez retravailler votre site, en fait, retravailler votre contenu, rajouter un peu de liens, améliorer votre navigation, faites en sorte que les gens ils passent plus de temps, d'une meilleure qualité, etc., etc. Et 6 mois plus tard, vous renvoyez 1000, 2000, 3000 visiteurs. Et là, vous voyez ce qui se passe encore une fois. Et en faisant ça, de manière périodique, vous améliorez votre site, vous lui envoyez un petit boost. C'est comme si on faisait une pub à la télé, tu vois. Tout le monde va venir sur son site, tout le monde va tester. Bah, si les gens ils kiffent, ça va stick, tu vois. Ça va stick dans Google. Les gens ils vont venir, il n'y aura pas de pogo sticking, ils vont rester plus longtemps sur le site, etc. Et Google il va se dire, bah là, le site il est en train de délivrer d'un point de vue on-site. Donc on garde, tu vois. Et j'ai plusieurs concurrents comme ça, avec 1 euro, ils ont encaissé des centaines, voire des milliers d'euros parce qu'ils sont passés de 8ème à 1er. Ils sont jamais repartis et depuis ils y sont encore, quoi. Donc voilà, la plupart du temps vous allez pas faire 8ème premier et rester, vous allez faire 8ème premier puis repartir 6ème grosso modo, mais vous avez déjà gagné 2 positions, faut voir le positif. Bon bah voilà, vous savez, faut repartir, revoir sa copie et puis la réaméliorer, ensuite ça déroule. Ouais. Et tu l'as résumé, et je pense de manière générale, c'est juste qu'il faut que ça corrèle en fait. Tu vois. Si tu vois d'un coup, tu as toujours 100 de trafic mensuel et que d'un coup tu achètes des millions de backlinks, bah oui, c'est pas naturel pour Google. Par contre, si tu arrives petit à petit à faire augmenter ton trafic, bah tiens, là je vais mettre la barre un peu plus haute en netlinking et en fait ça corrèle naturellement, tu vois, les deux courbes. Donc c'est vrai que s'il y a, comme tu l'as dit avec l'histoire du Netherlands, tu vois, si c'est trop red flag, bah c'est là où on peut peut-être se casser la gueule ou autre. Donc je pense que si c'est raisonné et que ça corrèle avec les autres résultats, bah pourquoi pas tester, effectivement. Ouais, exactement. Après, pour revenir sur l'histoire des gens du Netherlands, je peux te garantir une chose, c'est qu'eux, ils ont tenu la position très fort, quoi. Ils ont mis 6 mois, 1 an où ils étaient extrêmement bien. Parce que ce qu'il faut savoir avec Pop, c'est que plus t'en mets, plus ça marche, tu vois. Il y a quand même un truc genre... plus tu y vas, plus tu y vas, plus ça marche, quoi. Et du coup, quand t'es sur un truc où tu sais que si t'as le coup d'avance sur les autres et que tu commences à bombarder, et que tu bombardes, bah en fait tu prends les premières positions partout, quoi. Et si tu sais pas que dans 6 mois tu vas vivre une descente aux enfers absolument horrible, t'en abuses, bon bah voilà, quoi, tu vois. Mais ça peut t'offrir 6 mois de folie. Après ça peut être 6 mois à peu près horrible aussi, mais grosso modo faut pas en abuser parce qu'après à long terme c'est pas cool. Et il y a un autre point que tu soulignes quand même, c'est, tu vois, l'importance derrière des signaux utilisateurs. Tu vois, le pop ou autre, ça peut te faire un peu monter. Mais derrière, il faut que ton site il soit capable, avec les signaux utilisateurs, avec le temps qui va être passé sur ton site, avec ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir de l'achat ou autre, il faut que ton site soit capable de délivrer derrière. Et ça, c'est quand même une grosse nouveauté, ou entre guillemets quelque chose qu'on a vraiment théorisé maintenant en 2024 et dont on parlait jamais avant. Avant, c'était juste, on se positionnait, on amenait du trafic et voilà, c'était les vacances. Alors que là, tu te positionnes premièrement, mais c'est le début du boulot, quoi. Derrière, il faut que ton site y délivre et voilà. Exactement, il y a vraiment, moi c'est un truc que je dis pas mal, que je dis pas mal, putain, j'ai plus personne à le dire. J'allais dire que je dis à mon équipe, mais j'ai plus d'équipe. C'est la tristesse du gars qui a managé pendant longtemps et qui manage plus du tout. Si j'avais une équipe, ce que je leur dirais demain, c'est
C'est ridicule dit comme ça. C'est d'arrêter de faire du SEO, de faire du conversion rate optimization, tu vois, de optimisation de taux de conversion. Parce qu'en fait, alors il y a beaucoup plus à gagner long terme dans de l'optimisation de conversion que dans du SEO, si tu as un site qui est déjà un peu avancé. Et en fait, aller faire du SEO sur un site qui est déjà super avancé en termes de optimisation de conversion, bah là c'est titanesque. Mais à l'inverse, faire du SEO en continu, bah en fait t'es un peu en train de tirer la charrue, tu vois, tu profites pas, t'as pas le vent en poupe, quoi, tu vois, t'es un peu en train de tracter un point mort. On parlait d'e-commerce avant, il y a aussi un truc qui est tout simple, c'est que si toi tu proposes 3 produits et tes concurrents en proposent 15 et que eux ils ont le meilleur produit du marché et que toi tu l'as pas, c'est des trucs tout cons, c'est plus du SEO, mais en fait ça va impacter ton SEO derrière, quoi. Donc, bah c'est ça en fait, d'un point de vue user, les gens ils vont venir, vont voir que tu as un choix qui est nul et tu as des produits nuls, bon bah voilà, bah, ils vont repartir et puis ils vont aller chez l'autre. Et là on peut parler un peu de, tu vois, CTR, pogo sticking, etc. Le temps passé sur ta page il va pas être terrible, le temps passé sur la page de l'autre il va être meilleur. Ton site il va y rester pas longtemps parce qu'il va pas acheter, le site du concurrent il va y rester longtemps parce qu'il va acheter, etc. C'est assez ouf, mais en fait tu sais, Google, je pense que vraiment il détecte genre la qualité d'un site e-commerce par le temps que tu passes en plus à acheter sur un site e-commerce sur lequel tu es en train d'acheter, tu vois. Et en fait, il y a un peu un truc où ça se trouve Amazon ils se sont tiré une balle dans le pied à faire de la transaction en one click parce qu'en fait, il n'y a plus le temps passé. Bon, au final, ils se sont pas cassés la gueule, tu vois, ils ont de la marge, mais grosso modo, je pense que le petit temps que tu passes à faire ta transaction, aller au panier, etc. C'est un peu le petit temps passé sur le site en plus qui fait que Google il se dit ah ouais bah là c'est bon, c'est validé, quoi, tu vois, site validé par la street. Trop bien. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus parce qu'on a énormément on a très bien délivré. Ça fait un bel épisode et je pense qu'on, comme on l'a dit au début, on pourrait discuter pendant des heures. Putain, il y a mon chat qui me monte dessus en même temps et qui m'attaque. c'est sa première apparition sur position 0. Ça, ouais, je le monte en direct. Oh, il est trop mignon. Oui, à la réunion. Mais c'était trop bien. Merci beaucoup, franchement, pour tous ces conseils. C'est top et c'est pas fini parce que on va te retrouver en asynchrone sur le dernier format qui est le passage sur le grid où tu vas auditer un site qu'on a tiré au sort avec Lucas. En tout cas, on en a fini pour cet enregistrement. C'était top et je te remercie d'être venu. C'est la première fois qu'on enregistre un podcast ensemble, donc c'était top, très content. Continue de faire ce que tu fais. On mettra bien évidemment dans la description les liens de ton agence et de ta plateforme de liens pour que les personnes puissent aller checker tout ça. Et on te laisse le mot pour la fin. Merci beaucoup les gars, c'était un très grand plaisir. Continuez de ranker, continuez votre journée sur YouTube, continuez de kiffer et puis continuez de faire du SEO. Magnifique. Ciao, ciao. Salut les gars.